pour Darat, je commencerai par vous proposer deux lettres. Ce seront des consonnes. Je propose V comme vengeance et F comme filiation. Et ceux qui ont l'habitude de voir les films en VO vont me dire ça ne fait pas vengeance et filiation, ça fait version française. Version française parce que Darat, bien sûr, on a bien compris, ça s'intitule Darat et en même temps ça s'intitule Saison sèche. On aurait pu garder un seul titre. On en a gardé un seul, mais en deux. Et pour moi, le problème, il sera toujours celui-là. Comment ça se fait qu'au lieu d'avoir une seule entité, d'avoir un, on se retrouve avec deux? Comment ça se fait qu'au lieu d'avoir seulement Darat, on a Darat et Aïssa? Comment ça se fait qu'au lieu d'avoir seulement la vengeance, on a vengeance et... D'accord. Alors, cette question, moi je trouve qu'elle est intéressante parce qu'en fait, la seule fois où j'ai eu la chance de rencontrer Haroun, Saleh Haroun, il est venu présenter un film, je ne sais plus lequel c'était, je ne sais plus si c'était Goé Goé, Abouna ou quelque chose comme ça. En tout cas, quand les gens lui ont posé la question à Abdrahman Saleh, on lui a demandé, mais en tout cas, toi, est-ce que tu es, je ne sais pas, pour qu'on dise qu'il y a des cinéastes africains? Il a dit non, puis il a dit oui, il a défendu l'un, puis l'autre. Et à un moment donné, on lui a demandé s'il était cinéaste tchadien. Il a dit, ah, j'aime bien le cinéaste tchadien, mais en même temps, oui, mais il n'y a pas de cinéma au Tchad, donc c'est un peu compliqué. Bon, il l'a accepté comme une sorte d'identité et peut-être aussi comme un projet, quelque chose à construire un peu plus tard. Mais je me rappelle aussi qu'à cette occasion-là, il a dit, moi, je suis sartrien. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il a dit, moi, je suis sartrien. Bon, donc je me dis, il n'est pas africain, pas comme ça ouvertement. Il n'est pas tchadien où ça pose des difficultés, mais il est sartrien. Et bien sûr, je me dis, tiens, c'est peut-être une planète qui existe ou un continent. Ce continent-là, sartrien, pour moi, il est intéressant parce qu'on peut l'explorer rapidement en disant deux ou trois choses. La première chose, c'est que Sartre, vous le savez bien, c'est celui qui a fait la promotion en France de l'existentialisme. Et pour lui, l'existence précédait l'essence. Autrement dit, on est d'abord, et après on s'arrête, on fait un bilan, et on dit d'où on vient, qui on est, et tout ça. Ce qui est premier, c'est le fait d'exister. Ce qui est second, c'est le fait qu'on soit d'une essence spécifique, humaine, ou tout ce qu'on voudra. L'existence précède l'essence. L'autre côté du continent Sartre, c'est bien sûr l'engagement. Le fait que, une fois qu'on a décidé que l'existence précédait l'essence, il y a du travail à faire parce que le travail-là, ça va se passer dans l'existence et ça n'a de sens que pendant qu'on existe. Donc avant, après, la question ne se pose pas trop. Mais quand on dit que l'existence précède l'essence, ça veut dire aussi que dans le même temps, on a évacué tout ce qui était de l'ordre justement de la filiation, puisque du coup, on commence d'abord par tuer les pères. On les enlève. Une fois qu'on a enlevé le père, il faut qu'on enlève Dieu. Dieu disparaît, et une fois que Dieu a disparu, bien sûr, on peut avoir un début d'existence, c'est-à-dire une existence qui ne se réclame pas d'une verticalité un peu plus haute ou qui ne se réclame pas d'un père. Vous me direz que là, ça commence à poser problème. Ça pose problème dans un sens tout simple. Ce sens-là, c'est que si on dit Dieu est mort, une fois qu'on a dit ça, il ne reste plus que nous. Mais si Dieu est mort, alors, comment est-ce que je vais assumer le lien avec le Père? Parce que c'est le Père qui me lie aussi la plupart du temps à Dieu. Je reviens à Darat. Dans Darat,
il y a un grand-père qui vient voir donc son petit-fils, qui lui remet une arme pour une vengeance, mais pour venger qui? Le père. Alors je pense qu'en tant que sartrien, le petit aurait pu lui dire tout de suite, mais qu'est-ce que tu viens m'embêter? Parce que le problème, c'est le père, justement. Si quelqu'un vient supprimer le père, c'est quelqu'un-là, je lui dois un merci. Je ne vais pas aller l'attaquer pour aller le tuer. Pourquoi faire? Puisque justement, tout le problème, c'est le père. Donc, une fois que quelqu'un vient faire ce que moi je suis censé faire, c'est-à-dire tuer le père, ce quelqu'un-là, dans le fond, ne peut pas être mon ennemi. Il ne peut pas être si méchant que ça. Puisque, en fait, ce quelqu'un, en rompant le lien de la filiation directe, me rend disponible pour le monde. Du coup, quand je regarde Darat, la première chose que je me dis, c'est je vois Hatim qu'on appelle, qu'on interpelle, et c'est intéressant dans Darat parce qu'en fait, il parle, le grand-père, il est aveugle, bon, il ne sait pas où il est, il parle comme si Hatim était dans les environs autour. Et vous avez bien remarqué qu'il était très loin. Donc en fait, il ne l'a pas entendu. Je veux dire, si on est dans la vie normale des échanges, il ne l'a pas entendu. Mais quand on est dans le film de Haroun, il l'a entendu parce que cette interpellation-là, elle est première. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un va te convoquer là où est censé être le père pour te donner l'arme qui te servira à aller tuer celui qui est censé avoir tué ton père et qui en fait ne t'a rien fait parce qu'il a été gentil avec toi et qu'il a éliminé celui qui était censé te bloquer l'expérience de l'existence première. Le souci, donc quand son copain Moussa lui dit, quand il a couru, qu'il est fatigué, qu'il s'assoit sous un panneau et que c'est écrit « Le monde t'appelle » ou « Le monde te tend la main » ou quelque chose comme ça, et puis là il est essoufflé, il lui dit « Tu as perdu ». Mais effectivement il a perdu. On le sait depuis le début qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Mais il a perdu face à cet adversaire, on va dire potentiel, qu'il est censé détruire, mais qu'il ne peut pas détruire. Il a perdu d'avance. Parce que précisément, celui qu'il est censé aller tuer, c'est son copain. Donc il ne peut pas. Donc moi j'aurais presque envie de dire que dès le début du film, quand il met sa tenue militaire, qu'il descend sur la route et qu'il va aller prendre la voiture pour aller à N'Djamena, à un moment donné, il a trop chaud. C'est normal. Alors il enlève sa tenue et il met la tenue dans un sac. Dès cet instant-là, pour moi, il avait déjà perdu. Allez, tout le reste, ça allait le dérouler. Pourquoi? Parce que, comme on l'a bien vu, son problème à lui, c'est qu'il a une arme. Et qu'un homme armé, a besoin d'endosser un costume qui cache l'arme. Sinon, c'est un policier. Je veux dire, si l'arme est visible, c'est un policier, ou alors c'est un cowboy. Mais ça, on y vient plus tard. C'est dans les westerns. Bon. Donc, je disais, quand il part pour N'Djamena, bien sûr, il hésite un peu, il est chargé, voilà, il est armé, et tout d'un coup, il met son pistolet dans un sac. Une fois qu'il a son pistolet, non, pardon, la veste qui est censée cacher le pistolet, il met la veste dans un sac. Donc moi, j'ai l'impression que le travail qui est fait ici, c'est un travail toujours de désamorcer quelque chose qui va arriver, mais on le sait bien, le public, lui, il aime que ça saigne. Donc on ne va pas lui enlever son plaisir. On va lui laisser croire qu'à la fin, à un moment donné ou à un autre, puisqu'il y a un flingue, il faut qu'il serve. Bon, ça, c'est l'évidence du cinéma. On n'a jamais vu un pistolet au début d'un film et jusqu'à la fin du film que le pistolet ne tire pas sur quelqu'un. Ce n'est pas du cinéma. À ce moment-là, on ne montre pas le pistolet. Si vous l'avez montré, il faut s'en servir. Ça marche comme ça. Si vous ne l'avez pas montré, bon, évidemment, c'est sûr, on peut ne pas s'en servir. Mais si vous le montrez, il va falloir que vous assumiez, on va dire, le trajet, l'histoire que raconte la présence du pistolet. Autrement dit, et c'est là qu'on va basculer vers des mots, justement, pour essayer d'expliquer ça. Il y a en nous quelque chose qui s'appelle une pareidolie. Les Grecs disent, en fait, que nous avons une aptitude toute simple qui consiste à repérer dans des nuages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, un animal en fuite, je ne sais pas moi, ou un bateau en partance, ou je ne sais pas quoi. On a, nous, la tendance naturelle que quand on regarde même le ciel où il ne se passe pas grand-chose quand il y a des nuages, on a tendance à projeter là des images toutes construites.
Et justement, cette capacité de pareidolie, c'est-à-dire de se tromper d'image, c'est sur cette capacité-là, à mon sens, que va travailler Haroun, dans le sens où, une fois que vous avez mis le pistolet, le spectateur, lui, se fait le film. C'est tout bête. Vous lui mettez un père qu'on a tué, vous lui donnez un pistolet, et le spectateur, il fonce et il va aller tuer le gars. Bon, lui, il a déjà tué. La question, c'est une fois que vous l'avez tué, vous, spectateur, qu'est-ce que je peux dire? Mais rien. Parce qu'en fait, le spectateur, du coup, il est dans la même posture que le copain. Ben oui. Vous voyez bien qu'en fait, mine de rien, il y a toujours quelqu'un pour tuer le méchant à votre place. C'est le pari. Si je commence à raconter l'histoire, le spectateur y va et il va aller tuer la personne et en même temps, il va regarder mon film en innocent, en naïf, en faisant comme si il attendait que moi, j'aille tuer le gars. Mais en fait, non. Puisque vous l'avez déjà tué dans votre tête, ben, puisque vous l'avez déjà tué, il faut assumer le crime. Donc, le crime qui est produit dans le film, dès l'instant où le film commence, c'est le crime lors de la réception. C'est celui qui reçoit, qui tue d'abord, et après qui a des regrets. Et il est bien content à la fin, quand le gars il tire en l'air, tout ça, il se dit, ouf, je n'ai rien fait. Mais en fait, si vous l'avez tué au moins une douzaine de fois, à chaque fois que Hatim est en posture d'aller regarder derrière une porte fermée, vous regardez derrière la porte fermée. À chaque fois qu'il est dans le dos de Nassara, vous tirez la balle. Mais forcément, parce que vous êtes un spectateur. Et le spectateur, lui, il faut qu'il y ait du spectacle. Et le spectacle, c'est quoi? C'est une balle qui va toucher un gars qui va tomber. On en est tous là. Donc, je veux dire par là qu'il y a une culpabilité qu'assume le spectateur. Et cette culpabilité-là, c'est de cette culpabilité-là que le spectateur est déchargé à la fin. À la fin, mais le coupable éventuel, ce n'est plus le personnage dans le film, c'est moi qui regarde le film. Et donc, du coup, c'est vrai, il y a des gens, ben, justement, qui, eux, ne se sentaient pas trop coupables, qui ont dit, oui, mais je ne suis pas content parce qu'à la fin, il ne le tue pas, il ne part pas avec la femme. Si vous allez jusqu'au cinéma pour ça, ce n'est pas la peine, puisque vous savez le faire tout seul. Alors, à ce moment-là, vous le tuez, vous prenez la femme, vous partez avec. Mais vous n'attendez pas que le réalisateur, lui, aille faire ce qu'on attend de lui. Autrement dit, il y a une déception, justement, qui fonde la trame du film. Cette déception-là, justement, on la reçoit à la fin du film, mais elle est articulée depuis le début. Et donc, du coup, le film, lui, quand il se passe, on a l'impression qu'on est sur un écran simple. Mais non, on a toujours un écran, derrière un écran, à côté d'un autre écran, emboîté à un autre écran, etc. Et dans tout le film, justement, à chaque fois, on est sur une mise en scène, dans laquelle mise en scène, justement, ce n'est pas seulement sur un écran plat que ça se passe, c'est comme au théâtre. Autrement dit, nous avons toujours des scènes, et ces scènes-là font que l'acteur peut rentrer, sortir de la scène, marcher au milieu de la scène et repartir dans l'autre sens. En fait, il se joue de nous dans le sens où, en fait, dans le film qu'on voit, le spectateur, il n'est pas à distance. Ce n'est pas un spectateur qui va venir voir le film sur Internet ou quelque part. Le spectateur, il est exactement, pour moi en tout cas, comme au théâtre. Comme au théâtre. Et qu'est-ce qui se passe au théâtre? Bien sûr, on le sait, ben, on joue, je ne sais pas moi, on joue des pièces de théâtre. Bon. Mais le théâtre lui-même n'est pas né pour jouer des pièces de théâtre. Au départ, le théâtre, il est né pour que nous, citoyens, nous décidions ensemble, devant une scène, de ce que nous sommes censés être. C'est tout bête. Autrement dit, le théâtre, il commence par la tragédie, chez les Grecs. Et pourquoi le théâtre commence là-bas? C'est tout bête, parce qu'ils étaient en train de passer de la logique de la vengeance à une logique démocratique. Donc, si vous voulez régler la question de la vengeance, ben, vous êtes obligé de créer un théâtre. Pourquoi? Parce que jusque-là, la vie reposait sur la filiation. Autrement dit, je suis le fils d'un tel, qui est le fils d'un tel, etc. Et on est dans un clan. Un clan est toujours, c'est sa fonction, c'est un peu comme ça, c'est comme la meute de loups, on ne sait pas trop pourquoi. Dans une meute de loups, il faut qu'on se bagarre, il faut qu'on... Bon, c'est fait pour. La filiation, elle est faite pour la guerre. Je veux dire, je simplifie. Autrement dit, si je suis moi le fils d'un tel, à ce moment-là, si quelqu'un tue mon père, je suis obligé d'aller tuer
son fils ou son grand-père, j'en sais rien. Et donc, je déclenche une série de vengeances qui traversent toute l'histoire. Mais ces séries de vengeances, nous les connaissons toutes. On sait tous l'histoire d'Abel et de Caïn, par exemple. Mais ce qu'on ne sait pas, parce que le spectateur, il est perfide. Celui qui raconte l'histoire, il lui donne toujours la possibilité de faire le malin. Parce que dans l'histoire d'Abel et Caïn, nous, on est tous d'accord que le méchant, c'est Caïn. Eh bien non. Parce que Caïn, si vous le tuez, il sera vengé jusqu'à la 7e génération. Il y a une contradiction. C'est Caïn qui tue Abel, mais on nous dit, si jamais vous tuez Caïn, celui qui touche à Caïn, subira la vengeance jusqu'à la 7e génération. Moi, j'avoue que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire, s'il a tué Abel, normalement, on devrait pouvoir le tuer. Mais comment ça se fait que Dieu se donne la peine d'avoir l'œil de Caïn, donc c'est l'œil qui surveille Caïn partout, non pas pour que Caïn paye, mais pour que jamais personne ne tue Caïn. Mais parce que si jamais vous tuez Caïn, vous rentrez dans cette logique de vengeance qui va à l'infini, et à un moment donné, la question c'est où est-ce que ça s'arrête? Il faut que ça s'arrête quand ça a commencé. On ne peut pas faire un pas de plus sans tomber dans le cycle perpétuel de la vengeance qui se reconduit indéfiniment. Donc, dans la Bible, nous avons cette histoire. Et au bout du compte, on va passer de l'histoire de la vengeance à l'histoire de l'amour du prochain, tout ce que vous voulez. Et donc, dans cette histoire de l'amour du prochain, vous avez forcément Abouna. Abouna, ça veut dire notre Père, et notre Père, il est aux cieux. C'est évident. À partir de là, ben, on est capable de démultiplier le pain, tout ça. Mais une fois que vous avez récité le Notre Père, ben, il va falloir que vous partagez le pain, parce que de toute façon, il est fait pour que, une fois que nous avons projeté le Père au ciel, à ce moment-là, nous soyons disponibles pour partager les choses. Et moi, en écoutant, en regardant le film, en le voyant, en le revoyant, je suis d'accord avec ce qu'une intervenante disait tout à l'heure, c'est que c'est tout bête en fait. Dans le film, vous avez Hatim. Hatim, c'est vrai, ceux qui connaissent un peu l'arabe vont dire Atama, tout ça, ça ressemble à quelque chose d'implacable, de bon. Et Hatim, ça ressemble un peu à Hakim, c'est un peu le juge ou quelque chose comme ça. Mais de l'autre côté, vous avez Nassara. Mon problème à moi, c'est que justement, quand on dit le film africain qui se passe en Afrique, tout ça, bon, etc., on oublie en fait que ça ne se passe pas du tout en Afrique. Puisque vous avez Nassara, le blanc. Non? Il est très noir dans le film. Mais c'est un détail. Le détail, c'est qu'en fait, Nassara, c'est le Nazaréen. Et le Nazaréen, c'est qui? Hein? Ben, c'est Jésus, évidemment. Et pourquoi il démultiplie le pain? Parce que c'est Jésus. C'est tout bête. Donc, du coup, vous avez un lien qui s'installe là entre justement des niveaux de réception qui font que tout d'un coup, en fait, celui qui distribue le pain, qui démultiplie le pain, qui est si gentil, c'est le petit Jésus. Et le petit Jésus, il distribue le pain, tout ça. On est sous le régime, justement, de la générosité, etc., etc. Mais cette générosité-là, nous le savons tous, elle a pour fondement, elle retourne à la violence. Autrement dit, quand je dis aimez-vous les uns les autres et que j'ai créé mon église, à partir de ce moment-là, le aimez-vous les uns et les autres, c'est moi qui l'impose. Et oui. Et on sait très bien qu'ils étaient tous partis en Afrique pour leur amener la foi et toute la générosité, tout ce que vous voulez, les droits de l'homme, tout le bazar. Mais ils arrivent d'abord, ils tuent tout le monde et après ils installent le droit de l'homme. Ça fait un problème. Ça fait un problème parce que une fois que tu as tué tout le monde, tu peux faire les droits de l'homme. Bon, voilà, éventuellement. Je peux dire maintenant, ça y est, c'est fini. À partir de moi, vous serez juste les uns envers les autres. J'ai toujours trouvé ça drôle parce qu'à chaque fois, quand on voit, justement, quand on lit les textes, que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme, tout ça, une fois qu'ils ont massacré tout le monde, ils disent maintenant c'est la paix universelle. Mais Alexandre le Grand aussi, il voulait la paix universelle. Et Napoléon et tous les autres. Ce n'est pas un hasard si notre code de la famille, ben c'est Napoléon qui nous l'a pondu. Et bien sûr, il est allé jusqu'en Égypte massacrer tout le monde. Il a fait le tour de l'Europe, il en a tué des milliers. Et à la fin, mais bien sûr, il devient le Napoléon, père de la nation. Et le problème qu'on a, c'est avec ce père-là, Abouna.
on a un problème avec ce père-là, parce que le père, pour pouvoir nous transmettre quelque chose, il a fallu que lui assume la violence. À un moment donné, il est bien celui qui a tué tout le monde et qui est là pour s'occuper de nous, ses fils. Le problème, c'est que justement, si quelqu'un d'autre le tue, je ne vois pas pourquoi j'irai le venger. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Du coup, on se pose la question, comment ça se fait que dans une programmation comme celle-là, deux films aussi opposés tombent l'un à côté de l'autre? Il y en a qui disent, oui, mais on a fait une boulette, tout ça, on ne devrait pas le programmer là. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est normal, en fait. La question, c'est que vous avez Aïssa d'un côté, qui est justement cette migrante qu'on va observer toutes les coutures, et en même temps, vous avez Saleh Haroun. Mais lui aussi, c'est un migrant. Je veux dire, pas par rapport au Tchad, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui vit en France depuis une trentaine d'années. Ça veut dire que tout son cinéma est un cinéma tchadien de France. C'est la version française de l'histoire. Et cette version française-là, justement, elle nous dit une chose qui pour moi est toute simple. La chose qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, jusqu'à l'extrême bout, on va toujours ramener l'immigré, surtout quand il est noir, on va le ramener en Afrique. Mais si ça se trouve, c'est un Français moyen. J'exagère. Je veux dire par là que le film d'Arad ne peut pas exister si on n'a pas derrière une présence en France d'un réalisateur qui s'appelle Haroun, qui a fait toute sa formation en France et qui va assumer justement, on va dire, la fin de la guerre au Tchad. Mais pourquoi? Parce que lui, il a traversé la frontière. Et que du coup, il n'est plus pris dans le cycle de violence qui est sur place pour les autres. Donc les autres vont l'accueillir, on le sait maintenant, au Tchad, il va y avoir des écoles de cinéma qui sont créées, le gouvernement a mis 1 million, je ne sais pas, d'euros ou de dollars pour créer des salles de cinéma, mais ces mêmes gouvernements, c'est les dictateurs qui s'enchaînent les uns derrière les autres, depuis Koukouni Wadé à Hussein après jusqu'à Idriss Déby et tous les autres, ils sont tous pareils, c'est-à-dire qu'eux tous vont devenir pères de la nation. Donc du coup, ils tuent tout le monde, mais quand on leur propose une réconciliation, ils sont bien contents qu'il y ait une réconciliation. Donc ils sont tous pour la réconciliation. Et du coup, je rebondis, je reviens à mon film. Mais ça commence comme ça, par quelqu'un qui dit à la radio, à partir de maintenant, on va tous être réconciliés et donc on va oublier les crimes qui ont été commis, etc., etc. On va gracier tout le monde si on veut. Et donc le petit Hatim, à ce moment-là, se dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas se réconcilier. Je dis le petit Hatim, mais non, c'est son grand-père, lui. Il n'a rien dit, pour l'instant. Son grand-père va dire, mais ce n'est pas possible, moi j'ai perdu un fils. Et pour moi, c'est là que les choses changent. La vengeance, justement, ce n'est pas la vengeance du fils qui va venger le père, mais c'est le père qui va venger le fils. Je ne sais pas si... Eh oui, parce qu'il y a un père qui est au milieu. Mais le père qui est au milieu n'est pas un père, c'est un fils. C'est un fils, ah ben oui, forcément, c'est un fils. Et justement, la question qu'on va toujours se poser, c'est justement, une fois qu'on a débloqué la situation, c'est-à-dire qu'on a mis grand-père, père, fils, ben justement, on ne venge jamais le père, mais par contre, le fils, ben, c'est un peu dur à dire, mais le fils, on le venge. Je veux dire, si vous tuez le fils de quelqu'un, ben, c'est normal qu'il vienne vous tuer. Bon, ça, c'est... Je caricature un peu. Je caricature un peu. Et donc, je dis, la question de la vengeance ici, c'est la vengeance d'un fils. Et donc, je reviens sur la notion de vengeance pour dire que les plus grands films, en tout cas que moi j'aime particulièrement, autour de la vengeance, ce n'est jamais une vengeance directe. Ce n'est pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un et qui vient faire quelque chose. C'est toujours quelqu'un qui a perdu quelqu'un, mais qui est trop faible ou qui est trop je ne sais pas quoi pour faire quelque chose et qui va aller recruter quelqu'un d'autre pour accomplir la vengeance à sa place. Et en venant à ça, je voulais donc vous dire que ce n'est pas seulement Saleh Haroun qui présente ce schéma-là. Ce schéma-là, je le retrouve dans beaucoup de films. Je le retrouve dans des films justement qui, eux, ne font pas dans la délicatesse. Je pense par exemple à Impitoyable de Clint Eastwood, qui est pour moi un immense, immense film. Mais à chaque fois, c'est quelqu'un qu'on vient chercher pour aller accomplir une vengeance.
Je pense à des films, je ne sais pas moi, vous en connaissez certainement. En fait, il y a un micro ouvert depuis un petit moment aussi. D'accord. Si vous voulez réagir sur les films et sur le reste. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas de films qui sont construits sur ce schéma-là, mais par contre, en cours, on fait beaucoup de livres, enfin, beaucoup d'œuvres qui en parlent. Bon, ben, oui, il y avait le Cid, qui a été, et il y avait Colomba aussi de Mérimée. Tous ces, là, c'est la fratrie. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve, quoi. Merci. Mais c'est vrai aussi que, bon, je parle cinéma parce qu'on est dans une salle de cinéma, mais c'est vrai que c'est aussi en littérature un thème, on va dire, c'est presque le thème fondateur de la littérature, pour moi en tout cas. C'est ce thème-là de la vengeance qu'on retrouve. Pour moi, le plus caractéristique, c'est Hamlet. Et le Hamlet ressemble beaucoup à notre bonhomme ici, parce qu'il a son père qui est tué et il passe toutes, je sais pas, 2h45 à se demander est-ce que je vais le tuer, est-ce que je ne vais pas le tuer, qu'est-ce que je vais faire, etc. etc. D'où la question existentielle, to be or not to be. Et oui, to be or not to be quoi? Mais une fois que quelqu'un a tué le père, qu'est-ce que je fais moi, justement? Est-ce que je vais me lever et aller le tuer? Mais non, parce qu'il m'arrange dans une certaine mesure, puisqu'il a tué le père. Bon, je ne reviens pas là-dessus. On écoute une autre parole peut-être. Merci. Oui, par rapport à ces films de venger quelqu'un à la place d'une autre personne, il y a Avril Brisé, le livre de Cadaré, le film de Walter Salles au Brésil. Et il y a un peu ce système, il n'a rien demandé à personne, il doit venger son frère, qui lui-même avait dû venger un autre frère, etc. Et ça continue à l'infini. Voilà, c'était tout. D'accord, mais c'est des textes que moi je ne connais pas. Donc voilà. Parce que le film existe le film début des années 2000, je crois. Et qui se passe au Brésil, parce que le livre c'est en Albanie. Très bien. Voilà. Et qui se rapproche, je trouve. Et puis après, justement, je pense qu'on peut chercher, on trouve en littérature ou au cinéma, pour moi, ce sont comment dire, c'est des schémas presque archétypiques. C'est pas juste, on choisit de faire comme ça. Mais parce qu'au fond, ça nous dit quelque chose sur l'humanité, qui est que je peux vouloir tuer l'autre, mais en fait, la plupart du temps, il faut que je me cherche un intermédiaire. Parce que la violence directement exercée au nom d'une vengeance, cette violence-là, je pense que humainement, elle n'est pas supportable. On ne peut pas se venger. Parce que la plupart du temps, une fois que la vengeance elle est faite, la personne qui s'est vengée est détruite comme être humain. Donc c'est vrai, en général, on va trouver quelqu'un qui, lui, va passer le relais. Et donc, on n'est pas là, mais on demande juste qu'on nous fasse un compte rendu. Et c'est là que je trouve que le cinéma est génial. Parce qu'au cinéma, comme pour le grand-père aveugle, il suffit qu'on tire une balle pour qu'on interprète que quelqu'un est mort. C'est super. Donc au cinéma, vous n'avez besoin de tuer personne. Vous tirez comme ça dans un plan, et dans l'autre plan, vous montrez l'autre qui tombe par terre. Donc le spectateur qui, lui, fait le lien, va dire l'un a tiré sur l'autre qui est mort. Mais en fait, il n'a jamais tué sur personne, il a tiré dans le vide. Bon, mais on le sait parce que justement, nous reconstruisons la séquence à partir des plans. Mais un plan peut être tourné ce jour-là et l'autre 10 mois plus tard. D'accord? Donc ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc le fait de tirer et le fait de mourir, entre le fait de tirer et le fait de mourir, il y a toute une histoire qui s'installe. Et c'est vrai que humainement, la plupart du temps, en tout cas c'est ce que je vois dans les grandes œuvres, parce qu'après c'est toujours facile de tuer tout le monde. Je veux dire, ça, si on fait une littérature un peu comme ça pour plaire aux gens ou pour les distraire, ben on peut tuer tout le monde. Mais si on fait une littérature qui est censée provoquer en nous une réaction humaine profonde, à ce moment-là, on ne peut pas tuer les gens comme ça. Voilà, ça ne marche pas. Et alors, ou alors, il va falloir beaucoup de temps pour expliquer pourquoi on l'a tué. Et à ce moment-là, mais justement, ça devient trop compliqué. Donc, autant chercher dans la configuration de la vengeance, toujours quelqu'un qui servira de relais. Vous pensez à des ouvrages que vous connaissez, vous. Moi, je peux vous proposer quelques ouvrages. Quand je dis quelques ouvrages, je mélange film et littérature, parce que pour moi, finalement, on est en pleine littérature. Du Sénégal. Donc, il y a un film de Djibril Diop Mambéty, Yen, voilà, qui a été adapté de la pièce de Douran Mat, La visite de la vieille dame, voilà. Et donc,
Djibril Diop Mambéty en a fait un film, dans lequel film, justement, il y a une femme qui a été mise en scène, puis abandonnée, tout ça, qui a fait le tour du monde, qui revient très riche, et qui demande, en échange d'une flopée d'argent et d'or, tout ça, sur tout le village, il demande à ce qu'on tue la personne qui l'avait trahi. Voilà. Et donc, toute la question, c'est, est-ce que la communauté qui est toujours là en train de dire, oui, nous, on s'aime bien les uns les autres, tout ça, est-ce qu'ils vont accepter de tuer quelqu'un qui est le bienfaiteur de tout le monde, justement? Parce que le Draman Dramé dans le film, il est un peu comme Nassara dans le film, dans celui qu'on vient de voir. Eux deux sont dans une posture où finalement, ils sont les bienfaiteurs de l'humanité. Bon, voilà. Maintenant, une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, pour les tuer, c'est compliqué. Et donc, la vieille dame va essayer de trouver quelqu'un pour faire le travail. Et finalement, personne ne va vraiment le faire parce qu'à la... Bon, non, je ne raconte pas la fin. Non, on ne raconte pas la fin des films. Alors, pardon. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que, alors peut-être que j'ai surinterprété, mais est-ce que Hatim il reprend pas un conflit tchadien parce que il me semble qu'il vient de l'Est et il tabasse un militaire qui vient visiblement du Sud. Or c'est des violences habituelles au Tchad et c'est lui qui fait cette violence-là qui est une violence tchadienne habituelle. Oui, comme elle est en France, justement. Quand on voit Aïssa tout à l'heure, le film où on déshabille quelqu'un dans une situation où les migrants sont toujours soumis à de la violence, justement, cette violence-là, pour moi, elle est tchadienne et elle est humaine. Et elle est universelle. Donc, oui, mais là, il y a vraiment quand même la différence entre les... Enfin, je pense que Hatim et Zagawa... Au niveau de la physionomie, tout ça, ça se voit. Ouais. Oui, oui, ça se voit. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle beauté en touche. C'est-à-dire que si je dis oui, en fait, je réconforte l'idée que cette violence-là, Haroun nous parle du Tchad. Bien sûr qu'il nous parle du Tchad. Mais vous allez au Sénégal, vous allez au Congo, vous allez, ce qui explique que tout le monde veut y venir en France ou tout ce que vous voulez. Cette violence-là, elle est endémique. Dans le fait que des communautés qui se vivent comme des ethnies ou comme des clans se vengent toujours sur des communautés et des ethnies qui sont en face. D'accord ? Mais en même temps, ce sont des pays qui sont toujours dans l'effort de créer une communauté politique. Voilà. Ils n'y arrivent pas. Donc, c'est le rôle des cinéastes, justement, de créer dans l'absolu, presque, un Tchad qui serait hors de la violence. Donc, c'est vrai qu'il y a une tension ici. Je suis d'accord. Bon, c'est bien sûr des oppositions qui sont endémiques et repérables. On pourrait donner une identité. Mais je crois que dans la tête de Haroun, qui dit qu'il est existentialiste, l'existence précède l'essence. Et oui, même au niveau de la violence. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qu'il y a une violence au Tchad qui est habituelle. Dès le moment où je le dis, je fais comme si l'habitude pouvait être dans le passé, être dans le présent et peut-être dans le futur. Je ne peux pas le faire. Donc du coup, oui. Voilà, c'est habituel au Tchad. Mais peut-être que ça sera habituel en France à un moment donné ou à un autre de l'histoire. C'est quelque chose qu'on peut vivre. Donc voilà, moi je sens que cette tension-là, elle existe dans le film. Et lui, toujours, va essayer de nous dire, en même temps, ça se passe au Tchad, parce que même pendant les tournages de Darat, ils ont été à 2 doigts de se faire flinguer tous, puisque les rebelles attaquaient la ville, tout ce que vous voulez. Donc, ça n'empêche pas que dans le cinéma de Haroun, ce qui domine, c'est la poussée vers l'universel, justement. C'est le fait de casser le cercle de la référence directe à un pays ou à autre chose, pour poser justement un schéma qui lui appartient universellement, on va dire, à tous les êtres humains. Donc, je suis d'accord, et en même temps, je pinaille. Ah oui, il y a une là-bas. Du coup, comment dire, je sais pas, ma question est peut-être déjà obsolète. Moi, je voulais poser la question, pas par rapport au Tchad, mais par rapport au fait que depuis tout à l'heure, vous nous donnez des références, on va dire, judéo-chrétiennes, la Bible, la tragédie grecque, Abel et Caïn. Et je me demandais, mais du coup, je ne veux pas faire reculer le débat, mais est-ce que c'est parce que lui se dit sartrélien, le réalisateur, ou est-ce qu'il n'y a aucune référence possible avec le monde musulman, parce que les personnages évoluent là-dedans. Du coup, ça me fait un peu bizarre, en fait, d'expliquer ça par des schémas qui sont peut-être plus proches de nous culturellement, mais moi, je ne sais pas s'il y a un Abel et Caïn dans le Coran, par exemple. Oui, mais en fait, c'est la même église. C'est ça le problème, en fait.
le problème, c'est que justement, on a toujours l'impression que, par exemple, vous avez les musulmans d'un côté, vous avez peut-être les Hébreux, les Juifs d'un côté, vous avez les chrétiens de l'autre côté. Mais en fait, dans toute l'histoire, à l'intérieur du texte biblique ancien, vous avez Ismaël qui va donner les musulmans et vous avez l'autre qui va donner Isaac, qui va donner les Juifs ou peu importe. Ça veut dire que quand je dis la référence au christianisme, ben, il va falloir remonter au judaïsme et en remontant, il ne faut pas oublier d'articuler l'islam derrière. Parce qu'en fait, dans l'islam, on dit les gens du livre, mais c'est le même livre. C'est le même livre qui se décline à des endroits différents et qui font que quand on regarde, quand on observe aujourd'hui, on a l'impression que en fait, ce sont des cultures ou des civilisations différentes. Il y a bien sûr enraciné des cultures ou des civilisations différentes. Mais le problème se crée dès l'instant où vous avez une universalité, on va dire, comme le judéo-christianisme, qui va se mettre à se répandre partout. Donc, du coup, le problème, ça va être toujours un choc entre ce qui peut se vivre localement quelque part et ce qui est déjà une mondialisation. En fait, nous, on est toujours convaincus que la mondialisation, c'est maintenant. Mais si vous remontez à 300 et quelques avant Jésus-Christ, vous avez Alexandre le Grand qui a écrasé tout le monde, qui est allé jusqu'en Inde. Vous avez le texte biblique qui va se répandre en utilisant l'Empire romain, tout ce que vous voulez, pour se répandre. Et en fait, tout le monde va se situer là-dedans. Et donc, c'est un rapport de cousins qui sont ennemis ou qui sont adversaires. Mais en fait, c'est les mêmes. Donc, Abel et Caïn, ben, c'est dans le Coran. Adam et Ève, c'est dans le Coran. Je ne sais pas ce que vous pourrez me dire par exemple, dans la Bible, qui n'est pas dans le Coran, parce que c'est le même livre. Moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'on n'a pas besoin de tuer au cinéma. Voilà. Moi, je pense que Hatim, il le tue, son père, puisque finalement, Nassara, il le voulait pour fils. Il l'a pas, il a perdu un bébé, donc il ne sera jamais père. Et puis, on voit bien Hatim qui repart avec son grand-père, satisfait et libre quand même. Oui. Bon, oui, moi je trouve que justement les interprétations pour un texte, c'est ce qu'on appelle mésinterpréter. C'est Roland Barthes qui nous dit ça. En fait, ce que je suis en train de proposer n'est pas une traduction de la vérité du texte. C'est une lecture et aussi une provocation. Dans le sens où, bien sûr, quand il part, il est satisfait, mais il est satisfait symboliquement. Parce que la question, elle est symbolique justement. C'est-à-dire, le meurtre est un rituel. Autrement dit, on peut passer du meurtre réel qui est de tuer quelqu'un à un meurtre symbolique qui fait que justement, celui qui est mort, ben, il se relève et il continue d'exister, mais celui qui a tué, il est satisfait dans le sens où il a exercé l'acte du meurtre. Je donne un exemple tout bête. Quand vous avez, je reviens à la Bible, vous avez, et à Aaron, parce qu'après il a fait un homme qui crie tout ça, et vous allez voir que le lien il est immédiat. Vous avez Abraham qui reçoit de Dieu l'ordre de tuer son fils Isaac, qui l'attrape, qui le ligote, etc., etc. Il arrive au lieu où il doit le tuer et on nous dit, en fait, juste à ce moment-là, il y a Dieu qui arrête sa main et qui lui donne un mouton à tuer. Donc, ça veut dire que le meurtre, il a existé symboliquement et justement, il suffit symboliquement. On n'a pas besoin d'aller exécuter quelqu'un pour accomplir une satisfaction symbolique. Oui, mais moi, je trouve que c'est plus profond que ça dans le film. C'est-à-dire que Hatim, il cherche son père à travers le tueur du père, quand même. Il cherche son père. Donc, il n'est pas débarrassé du père. Il en a besoin. Il faut qu'il y aille, sur le plan psychologique. Donc, il arrive à s'affranchir et à se libérer. Et c'est très politique pour moi, là. Je veux dire, à ce moment-là, il devient existentialiste. Là, au moment où il a fait son parcours vers le père dont il ne voudra pas, le père d'adoption, et il est libre. Mais je suis tout à fait d'accord et donc du coup je transfère votre schéma sur Haroun et sur le fait justement que la question centrale c'est que la plupart du temps les cinéastes africains qu'on définit comme africains sont dans une logique de confrontation avec l'Occident. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait l'intervention. En fait, le père symbolique c'est à la fois l'Occident, mais cet Occident qui est le père véritable de Haroun. Autrement dit, justement, si on rentre au niveau symbolique, quand
quelqu'un qui est tchadien fait un film en France, etc., toute l'histoire qu'on raconte, c'est qu'il ne peut pas, lui, tuer le blanc, le Nassaran, parce qu'il ne peut pas le tuer. Pourquoi? Parce que c'est son père au niveau de l'acquisition de l'accès à l'universel. Donc ça veut dire à la fois celui qui a tué le père, c'est-à-dire celui qui a écrasé l'Afrique, c'est-à-dire le continent africain représenté comme une entité justement paternelle comme ça, celui qui a écrasé l'Afrique dans l'histoire, celui-là, il est le véritable père des Africains aujourd'hui, c'est-à-dire en version française. Donc on est toujours coincé là-dedans, qui est que précisément, on n'a pas besoin de tuer le père, parce que quelqu'un s'en charge. Et oui, donc le père, si on reste dans un schéma africain, ça devrait être quelqu'un qui est présent en Afrique, comme par exemple l'image du grand-père qui est là, enraciné, tout ça. Mais à Haroun, vous ne pouvez pas lui parler de cette Afrique-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu écraser cette Afrique-là, et ce quelqu'un-là, c'est l'Occident, c'est la France. Et donc la France, on ne peut plus l'attaquer, parce que simplement, il nous a débarrassé du père. Et il nous a rendu libres dans le sens où, non pas il a dispensé l'universel gentiment, non, il a écrasé tout le monde. Et ce faisant, il met le cinéaste africain dans la posture d'accéder à l'universel. C'est parce que c'est à travers la langue française que lui va pouvoir lire Dostoïevski, tout ce que vous voulez, voir du cinéma, faire le bon, etc., etc. Et à la fin, il pourra tuer symboliquement ce dernier père-là, parce qu'il va pouvoir faire un film qui sera un film tchadien. Voilà, donc moi je trouve que vous avez parfaitement raison, et que donc ce que je trouve intéressant, justement, c'est cette manière de tourner autour du pot, et cette manière-là d'embarquer les choses au fur et à mesure, et de ne pas avoir une vérité qui se décline directement en biais, mais une vérité qui tourne en rond et qui fait que tout d'un coup, on saisit une part et on est embarqué, on tourne, et ce qu'on appelle, pour moi, c'est l'hypercohérence textuelle. C'est-à-dire que ce texte dit quelque chose qui est dans le film, dit quelque chose qui est de la vie de Haroun, dit quelque chose qui est la situation de l'Afrique aujourd'hui. Et justement, dit quelque chose du Tchad, mais pas seulement du Tchad. À une autre échelle, on peut aussi s'y retrouver. Je trouve que c'est super parce que quand vous avez l'autre qui a son t-shirt Mad of Africa, et vous l'avez vu depuis le début, c'est écrit Kemet. Kemet, pour ceux qui connaissent l'ancien égyptien, c'est comme brûlé. Et brûlé, c'est le noir. Et le noir, c'est le limon du Nil. Et c'est ainsi que les Égyptiens appelaient l'Égypte, avant qu'on vienne les écraser et l'appeler autrement. Donc il y a ici une filiation à une Afrique qui serait ancestrale. On pourrait rentrer dans une forme d'afrocentrisme, tout ça. Mais lui n'y va pas, parce qu'il est sartrien. Donc du coup, il va juste le mettre sur un t-shirt. Et on va voir, les costumes sont là pour mettre en scène l'évolution et les changements. En tout cas, les climats dans la tête des personnages. Et l'histoire, raconte l'histoire, mais derrière, justement, pas devant. Et on peut l'attraper bout par bout. Je voudrais revenir sur le thème de la vengeance, en repensant à une remarque qui a été faite tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on pourrait dire du film que c'est un film de vengeance. Je ne sais pas si c'est un genre cinématographique, mais c'est un film de vengeance qui raconte une vengeance qui n'a pas lieu. Et en même temps, il y a quand même une vengeance dans le film qui peut paraître dérisoire, qui est le tabassage du militaire par Hatim. Lui-même ayant été tabassé lorsqu'il arrive à N'Djamena par deux autres militaires. C'est pas ceux qu'il tabasse à son tour, mais ce militaire-là, il l'avait quand même déjà rencontré dans le camion, et il avait été menacé par lui assez violemment avec un pistolet. Et moi, je ne sais pas très bien comment il faut comprendre cette scène de vengeance, justement, c'est-à-dire qui sont peut-être les deux scènes de tabassage sont les deux scènes vraiment violentes du film. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça dit? Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Peut-être que quelqu'un d'autre a une idée sur... Il y a deux prises de parole. Est-ce que c'est en écho à ce qui se dit là? Oui, voilà. Une, deux. Je reprendrai une partie de la question. Moi, je suis pas, je le dirais pas de la même manière. Je trouve pas qu'il n'y a pas de vengeance. Pour moi, il y a une vengeance qui est même assez cruelle, puisqu'en fait, il s'est fait ôter son père est mort, mais il lui retire un fils, puisque l'autre était prêt à l'adopter. Et le fait qu'il parte assez cruellement avec son grand-père dans le désert, je trouve que c'est une vengeance assez cruelle. Il le laisse pour mort symboliquement. Et j'en reviens parce qu'on parle beaucoup là d'existentialisme et de Sartre.
Bon, je ne suis pas philosophe, mais ce que j'en sais, puisque l'existence de l'existentialisme précède aussi son essence, c'est que c'est une doctrine philosophique qui vient après la Résistance, où des gens ont dû confronter des idéaux assez purs à une société qui devait se reconstruire, et où il était aussi beaucoup question de vengeance. Et je trouve que dans cette perspective-là, à ce moment-là, on peut peut-être se dire que l'acteur principal, le personnage principal, trouve une manière très personnelle d'exercer sa vengeance, effectivement avec la tentation de la violence, avec ce flingue là qui va triturer pendant à peu près toute la durée du long métrage. Mais au final, il va trouver sa manière de faire, qui va réussir à faire sans trahir l'espèce de pacte qu'il a avec le personnage féminin, sans trahir son grand-père, et sans non plus ne pas permettre à comment il s'appelle le Nassara de ne pas comprendre. Donc j'ai l'impression qu'il réussit à faire sa synthèse de ça. Donc je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'est l'existentialisme, mais ça serait ma réponse très personnelle à la question de la vengeance. Moi, juste un petit truc rapide, il y a peut-être juste une nécessité de scénario aussi dans un film qui se construit beaucoup en écho et en rebond, enfin, en miroir, et il se fait tabasser parce qu'il pisse contre un mur. D'un point de vue très très basique, il tabasse un militaire qui pisse contre un mur, mais vraiment en miroir, c'est-à-dire qu'il lui rend la monnaie de la pièce. Et le film fonctionne beaucoup comme ça, par motifs énoncés détournés, pas mal en termes de mise en scène, j'ai l'impression. Mais c'était pas pour couper court, hein, c'était pour ajouter quelque chose. Et en même temps, justement, je trouve que, pour moi, voilà, ce sont des pistes qui sont intéressantes de lecture. Ça veut dire aussi peut-être que il y a cette sorte de vengeance obligée que quelqu'un lui délègue et la vie que lui doit mener. Ce n'est pas un homme tranquille, gentil ou quelque chose comme ça. Il sait rendre la monnaie de la pièce. C'est simplement que le niveau où il sait rendre la monnaie de la pièce, c'est le niveau que lui vit. Simplement, il rentre dans un bus, il y a quelqu'un qui le regarde de travers, qui le menace, etc., etc. C'est vrai, l'effet de miroir, je trouve que ça marche très bien. Voilà, dans le film, c'est bien de faire écho. Et en même temps, c'est vrai que ça décentre le personnage, ce qui fait qu'on ne le prend pas pour un gentil dans l'histoire. Et on ne le prend pas non plus pour un perdant. C'est-à-dire qu'il serait capable de se venger. Mais justement, ce qui l'empêche d'exécuter une vengeance directe avec Nassaran, justement, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que la violence qu'on peut exercer les uns sur les autres. On rentre dans un autre domaine de perception qui est justement pour moi un domaine plus haut. Donc on peut avoir des effets de vengeance qui sont, on va dire, conjoncturels, qui sont liés à la vie que lui mène, mais on peut avoir aussi une trame plus haute, plus symbolique, et dans cette trame-là, la vengeance ne peut pas s'accomplir, dans le sens où, pas directement. Mais par contre, c'est vrai, quand Nassara a perdu un fils dans l'histoire, lui aussi, il a perdu un fils. Donc on ne peut pas du tout dire qu'il ne s'est pas vengé. Mais disons que les niveaux de vengeance sont toujours décalés. On n'a pas une vengeance, la vengeance, on va dire, directe de mise à mort, mais à partir du point où cette possibilité est bloquée, la vengeance, elle se diffuse, on va pouvoir dire, sur toute la chaîne symbolique, justement. Mais pour que ça arrive, il ne faudrait pas qu'il le tue. Parce que dès l'instant où il va le tuer, doucement, on va redescendre au niveau qui est le niveau de la violence contre la violence. Et donc, à partir de ce moment-là, on va dire, ben oui, il a le droit de tuer ou pas tuer, etc. On va se poser ces questions-là. Et on descend, on décroche de la valeur symbolique ou de la valeur universelle du film. Donc, du coup, pour moi, il y a deux niveaux de lecture, ou plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau qui est le niveau, on va dire, global, on va dire, de macro-structure, le grand niveau, où on va parler existentialisme, l'essence et tout ce qu'on veut. Et il va avoir aussi le niveau tout bas, ou le niveau terre-à-terre normal, qui est le niveau qu'aujourd'hui, si vous allez au Tchad, vous risquez de prendre une balle. Mais ça, c'est la réalité matérielle concrète. Et celle-là, on ne va pas la nier au nom du symbolique. On ne va pas la nier au nom d'une réconciliation possible au niveau des symboles. Et je pense que c'est là la tension qu'on retrouve aussi chez Sartre. Entre l'existentialisme, c'est-à-dire dans le sens où finalement certains l'ont entendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, on est tous là, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de nécessité. Alors que chez Sartre, c'est exactement le contraire. À partir du moment où Dieu disparaît de l'horizon, où les pères disparaissent de l'horizon, il y a une liberté qui s'assume, mais cette liberté-là ne s'assume pas comme liberté holistique ou qui se concentre sur l'individu. C'est la liberté d'engagement. Donc, en même temps, on ne peut se libérer d'un point de vue existentiel qu'en étant engagé. On va pouvoir dire que l'un compense l'autre en quelque sorte.
le fait que je sois absolument libre est complètement compensé ou résorbé dans le fait que je suis absolument disponible pour les autres. Et donc, du coup, la disponibilité, elle devient l'autre face de l'existentialisme et les deux ne peuvent pas aller, on va dire, l'une sans l'autre. Oui, tout à l'heure, vous avez demandé si on connaissait des films sur la vengeance. Il y en a un qui m'est venu en pleine digestion. C'est Incendie. Et à la fin d'Incendie, les enfants vengent en quelque sorte la mère et peuvent devenir eux-mêmes, repartent. Et en fait, c'est leur père et à la fois le frère de la mère. Enfin bon, donc c'est une naissance incestueuse. Donc en fait, ils délivrent des messages à leur père, qui est donc le frère de leur mère, et ils repartent. Et en fait, c'est une forme de vengeance. Sous fond de guerre au Proche-Orient, etc. Donc je trouvais qu'Incendie, c'était vraiment un film sur la vengeance aussi. Sur la quête de la vérité, de l'identité, et en même temps sur une forme de vengeance. Voilà. Et donc il y a le film, et il y a la pièce de théâtre, il y a le texte qui est disponible aussi. Superbe texte, justement, sur ces questions de la vengeance et de la filiation, parce que justement, la plupart du temps, quand on remonte dans la chaîne de la vengeance, on risque de retrouver en fait que celui qu'on a tué, c'est son véritable père. Voilà, et c'est la relation, on va dire, la relation oedipienne de départ. Autrement dit, quand on interprète la chaîne, on va dire le schéma oedipien, on arrive toujours au point où vous avez le père, la mère et le fils, mais l'histoire, c'est pas celle-là. L'histoire, c'est le père, la mère et le fils d'un côté, le fils qui va de l'autre côté, qui a un père et une mère de l'autre côté, et qui, pour fuir la possibilité de détruire sa famille, va aller retrouver sa véritable famille. Autrement dit, le schéma, il n'est jamais un schéma simple, c'est un schéma avec une délocalisation et un retour. Et donc, s'il n'y a pas cette délocalisation, la question de la filiation ne se pose pas, parce que la question, elle surgit dès l'instant où, justement, j'allais dire presque, où on a peur de tuer quelqu'un qui serait son père. Voilà. Dès l'instant où cette possibilité existe, ben, forcément, on tuera quelqu'un qui sera son véritable père. Et donc, c'est vrai, on a une histoire longue. Tout à l'heure, j'entendais, mais tiens, par exemple, l'islam, qu'est-ce que ça a à faire là, tout ça. Mais en fait, on a des histoires de peuples qui se connaissent à plusieurs échelles de l'histoire, qui se sont rencontrés plusieurs fois. Et donc, qui se sont rencontrés matériellement ou alors symboliquement. Et donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui partent dans un sens, qui reviennent dans l'autre, etc., etc. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on va tuer quelqu'un, il est possible que ce quelqu'un-là soit votre père ou votre mère ou quelqu'un de ce genre-là. Il y a une filiation qui n'est pas simplement génétique, il y a une filiation qui peut être aussi symbolique. Autrement dit, du coup, d'un point de vue humain, je ne peux pas tuer quelqu'un en pensant que je n'ai tué personne. À chaque fois que je tue quelqu'un, ce quelqu'un m'est le plus proche possible, mais du point de vue, justement, de notre humanité. Donc, ça veut dire, du coup, que n'importe quel être humain, en tant qu'être humain, a le même statut familial ou familier que n'importe quel autre. Donc, je peux aller tuer l'autre, mais à chaque fois que je le fais, j'oublie en fait qu'il est humain et que ce point-là de départ devrait, dans l'absolu, m'interdire de le tuer. Donc, cette interdiction-là, je pense elle ressurgit dans les profondeurs de l'humanité. Je dis ça, je n'ai rien dit parce que ça n'empêche pas les gens de se tuer les uns les autres. Pour conforter ce que tu viens de dire, il me semble justement, enfin, il y a une question que je me posais, c'est la scène sur le pont où il tire, on ne sait pas où d'ailleurs, où il y a un militaire qui part de dos après lui avoir demandé une cigarette, qui se trouve être amputé d'une jambe, et là on ne sait pas du tout c'est où il a tiré. En termes d'axe de mise en scène Oui, mais en même temps... C'est pas flagrant. Oui, mais justement, je trouve que c'est superbe scène. Oui. Parce qu'à un moment donné, on pense qu'il lui a tiré dessus. Oui, c'est après la mise le retour au plan qui nous dit en fait non. Mais justement, il faut que le plan revienne, change d'axe pour qu'on comprenne en fait qu'il n'y a pas tiré dessus. Si on s'était arrêté là, au moment où il a tiré, ben à ce moment-là, ben celui qui est visé, c'est le militaire. Mais si on revient au film, au plan suivant, le plan suivant nous dit en fait je vous ai berné, ne sais pas ce que vous avez cru. Voilà. Et donc l'axe vient après. En fait, je voulais faire une autre intervention. Justement, c'était bon, c'est en termes de comment dire de point de vue. Tu disais, tu avais commencé par vengeance et filiation. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue de Nassara.
Je comprends pas très bien ce personnage, bon, qui en fait veut prendre pour fils le gars qu'il sait quand même se trimballer avec une arme pour le flinguer. Donc il y a quelque chose d'un petit peu surprenant. Ah oui, mais c'est surprenant, mais c'est superbe. Voilà. C'est superbe. Donc le fils, il est celui qui potentiellement peut me tuer, autrement dit. Je veux dire, dans le jeu, c'est superbe. Je trouve que c'est vraiment... Et lui, justement, à ce moment-là, il assume un risque jusqu'au bout. Et je pense que c'est parce qu'il fait ça qu'il ne peut le tuer que symboliquement. Parce qu'il lui dit, mais tu peux me tuer, en fait, dans l'histoire. Tu as une armoire, prends le plus gros flingue, si tu veux. Mais c'est une possibilité ouverte. Ce n'est pas simplement, moi je me cache. Il n'y a pas de victime, justement, dans ce sens-là. Il ne fuit pas. Ce n'est pas une proie. La proie, on la poursuit, on la tape et on la tue. C'est un être humain qui fait face. Il te dit simplement, je suis un humain. Dans le sens où j'ai fait des choses par les circonstances, je n'en sais rien, je ne m'explique pas. De temps en temps, je ne me contrôle pas. Mais pour moi, justement, les scènes pour moi les plus humaines, c'est les scènes où, justement, on sent que lui, ben, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Comment ça se fait que ça me soit tombé dessus, en fait? Et tout ce qu'il veut, lui, c'est avoir une famille, un enfant normal, dans une situation normale. Et je pense que la relation filiale est d'autant plus forte qu'en fait, on n'a pas cet amour de « tu m'appartiens, je te tiens, et puis je compte sur toi pour me venger éventuellement, etc. » C'est un conflit d'un être humain face à un autre être humain. Et le danger de mort, il est là. Il est réel. Et je pense que lui assume ce danger de mort-là. Et s'il n'assumait pas ce danger de mort-là, je pense qu'à ce moment-là, Hatim le tuerait. Ce serait tellement de le tuer s'il avait le dos tourné. Mais il est là en face. Il est vivant. C'est quelqu'un qui est comme notre père à nous. Il a ses faiblesses. De temps en temps, il a bu un coup. De temps en temps, il a été recruté pour aller faire la sale besogne. J'en sais rien. Mais c'est un être vivant qui vibre. Et un être vivant qui vibre, on ne le tue pas. Je ne sais pas comment dire. C'est compliqué. Et surtout, j'allais rajouter ça. C'est une sorte de Dark Vador dans l'histoire. Il est déjà mort. Quelqu'un l'a déjà tué, lui. Et oui. Donc, ça veut dire que dans tout le film, ce serait, si on pouvait faire une sorte de métaphore, ce serait le père sans tête. Et le père sans tête, on ne le tue pas. Parce qu'il a le cou coupé. Ça me fait penser à un titre d'Aimé Césaire, Soleil cou coupé. Et oui, ça veut dire que tant qu'on pense que le père, il est compact, qu'il n'a pas de blessure, qu'il a la puissance absolue, qu'il a la gentillesse absolue, etc., etc., à un moment donné, il va falloir qu'on lutte contre lui. Mais ce père-là, il ne dit pas, tiens, je suis complet, je n'ai pas de défaut, je n'ai pas... Il est l'incarnation, dans une certaine mesure, de ce mal, qui est un mal qui existe, qui est réel. Et à ce moment-là, il peut avoir une filiation. Et cette filiation-là, justement, je trouve qu'elle est symbolique et qu'elle est d'une force terrible dans le film. Je trouve, moi, les moments où j'ai été le plus ému, c'est quand lui, il a bu un coup, il est là sur sa 4x4 et puis il se dit, mais voilà, j'ai tout essayé, même l'islam, tout ça, et puis ça ne marche pas, quoi. Parce qu'il y a un destin fatal qui est là, qui m'a broyé comme tout le monde. Et là où on le trouve, c'est un type qui n'est pas aimé. Et il ne demande qu'à être aimé, c'est ça le problème. S'il ne demandait rien, il n'aurait rien. S'il ne donnait rien, il n'aurait rien. S'il ne se battait pas, s'il n'était pas dans ce rapport de violence-là, je pense qu'il ne se construirait rien entre Hatim et lui. Et donc, on serait dans un schéma, on va dire, basique de liquidation. Oui, ça répond en partie à la réflexion que je vais faire. Le film m'a rappelé un texte dont je ne me rappelle absolument plus de l'auteur, etc., de philosophie allemande, qui était sur la résistance passive. En gros, un maître, un esclave. L'esclave qui s'oppose pendant toute la vie sans s'opposer vraiment, enfin qui s'oppose juste dans sa tête, et qui attend que le maître meure et dit non, juste ça. Et ça m'a un peu fait penser à ça, c'est-à-dire que effectivement, Hatim arrive devant Nassara qu'il doit tuer, mais il assiste à sa faiblesse physique, à sa faiblesse morale, parce que finalement il perd aussi un enfant, etc. Et à partir de ce moment-là, voilà, la seule vengeance possible, c'est de voir la déchéance ou la faiblesse de l'autre. Et je trouve que même la vengeance avortée, c'est même finalement le priver encore plus de sa force, c'est-à-dire le considérer suffisamment faible pour ne pas pouvoir accéder à je vais te tuer, tu serais à cette hauteur-là. Et
Et quelque part, moi, ça m'a fait penser à cette résistance passive, c'est-à-dire qui est encore plus forte parce que finalement, elle dépossède l'autre de son statut de héros ou de grandeur ou de force ou de je ne sais quoi. Une intervention. Alors allez-y, j'irai après. Allez-y. Oui, moi, ce qui m'a passionné chez Nassara, c'est qu'il est présenté comme dangereux par le grand-père. Et dès qu'on le voit, c'est le contraire du danger. Parce que c'est lui qui distribue le pain. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans une deuxième partie de vie où il serait allé jusqu'au bout du mal. Il a connu toutes les formes de mal. Et donc, ce jeune, il n'a pas de prise sur lui parce qu'il semble tout avoir deviné quelque part. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est comme en rachat. C'est déjà un deuxième stade de vie chez cet homme-là et que du coup, le fils, il va pouvoir se construire comme individu parce que c'est pas du tout un schéma de classique filiation linéaire, quoi. L'autre est déjà dans un deuxième état de vie, quoi. Il est allé au bout, c'est l'homme haï, détesté, et là, il se rachète, mais fondamentalement, il fait le bien, mais pas pour faire le bien, mais parce qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé Nassara très, très intéressant, parce qu'il est allé au bout de ce qu'une vie humaine peut proposer, on dirait. Juste un tout petit mot, c'est quand même un homme qui fouette une femme enceinte. Hein. Donc pour une personne qui se rachète, c'est un peu étrange. Oui, mais je trouve que c'est au cinéma, ce qui marche, c'est cette tension-là. C'est-à-dire, il ne va pas nous le vendre tout gentil. Je veux dire, c'est comme dans Impitoyable de Clint Eastwood. Vous prenez le petit vieux qui est là, qui tombe de cheval, qui ne peut rien faire, vous le remettez, vous savez que c'est un type qui peut tuer. Et donc, une fois qu'on sait que cet homme-là peut être tué, il peut éventuellement être gentil. Mais cette gentillesse-là, ce n'est pas une gentillesse justement on va dire, universaliste, de circonstances un peu comme ça. Il est gentil parce qu'au bout du compte, il a trouvé ça comme issue. Voilà, c'est une issue. Mais en même temps, il dit, mais parfois je ne me contrôle pas. Mais il y a quelque chose aussi dessous, c'est qu'il est jaloux. Il est jaloux, il est tout vieux. Il est là, on lui a donné une femme à marier, voilà. Et puis, il voit le petit qui arrive, qui peut éventuellement lui piquer là. Voilà. Et donc, du coup, ça renforce encore. C'est vrai, on ne va jamais dire « j'aime le méchant dans le film ». Parce que, bien sûr, un homme qui fouette une femme, qui l'a fait avorter, tout ce qu'on veut, on ne peut pas dire qu'il est gentil. Mais on s'y attache quand même. C'est un peu comme M. le Maudit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut être le plus violent, mais le cinéma a cette force-là de dire, en fait, en nous, il nous impose de concéder quelque chose que dans la vie, nous ne sommes pas, dans la vie morale, nous ne sommes pas censés concéder. Autrement dit, mon humanité, je suis garanti dans mon humanité tant que je sais distinguer le bien du mal. Mais au cinéma, à un moment donné, justement, je vais être, on va dire, en sympathie avec quelqu'un dont je sais que c'est un monstre. Et c'est un problème, effectivement. Oui, c'est peut-être un peu tard. En fait, je voulais réagir à quelque chose que tu as dit il y a 5 minutes et qui m'a fait penser à Aïssa. En fait, tu disais, il y a un être humain face à un être humain et il y a éventuellement danger de mort des deux côtés. Et moi, je trouve que dans Aïssa, on pourrait avoir l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu danger de mort peut-être de son côté à elle. C'est-à-dire qu'elle est un peu, elle aussi, brisée, morcelée et détruite comme sujet. Enfin, en tout cas, elle n'a pas beaucoup la parole. Alors voilà, elle est peut-être réduite à l'état d'enfant, c'est-à-dire celui qui n'a pas le droit de parler, ou en tout cas qui ne parle pas. Mais je me dis qu'il y a peut-être aussi danger de mort en face du côté du représentant de l'institution, qui, ici, il reste dans le rôle qu'on lui assigne, et pas plus vivant ou pas plus sujet dans sa liberté en face. Et que d'une certaine manière, ça pourrait être aussi posé en termes de filiation, mais c'est peut-être tiré par les cheveux. C'est-à-dire que la mère patrie, là, elle s'apprête à dire « je te renie comme enfant, voilà, t'es majeur, t'es mineur, t'es enfant, t'es adulte, et je te reconnais ou je te reconnais pas ». C'est pas une reconnaissance de paternité, mais... Et en tout cas, le danger de mort, moi j'ai l'impression qu'il est des deux côtés, et c'est peut-être pour ça que nous, on se le prend en pleine face, enfin moi, en tout cas, je la sens aussi ligotée que le médecin qui est en face, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, c'était juste sur la question danger de mort, un humain face à un humain.
Et puis filiation, pourquoi pas. Au niveau symbolique, il n'y a pas de danger de mort physique, bien sûr, dans ce cabinet, mais subjectivement, c'est serré, quoi. Voilà. Mais je pense que justement, en tant que, j'allais dire pour faire simple, en tant que Français, justement, on est en danger de mort parce que l'autre est en train de dire, toute l'analyse clinique dit qu'elle est parfaite et qu'elle est française. C'est la conclusion qu'on peut en tirer. Mais en même temps, on ne peut pas l'accepter, justement, parce que c'est une adulte. Donc, à partir de quand, justement, on bascule dans une sorte d'humanité, on va dire adulte, sur qui peut peser l'exclusion, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est quelqu'un qui a un lien très fort avec la France, mais c'est vrai, on est sur le même schéma. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans les pays francophones, c'est pas pour rien qu'ils sont francophones. Voilà, ils sont de l'autre côté de la frontière, mais à un moment donné, la France est allée jusque là-bas. Il a fait des enfants. Et donc, à un moment donné, c'est aussi ces enfants-là qui reviennent, qui réclament une filiation, et à ce moment-là, on leur renvoie qu'en fait, non, vous êtes déjà trop vieux. Bon, j'aimerais bien, si vous le permettez, qu'on regarde juste peut-être un petit passage, voilà, et qui pourra permettre de faire rebondir la discussion dans une perspective peut-être un peu plus ouverte. Oui, je veux bien. Oui. Ça ne dure qu'une petite minute. Une toute dernière, parce qu'il y avait... C'était juste pour rebondir sur une remarque d'une collègue. Là. On a dit plusieurs fois que Nassara donc, avait perdu son enfant, mais pour moi, quand j'ai vu le film, je l'ai ressenti comme lui étant le tueur de l'enfant, en fait, puisqu'il bat sa femme qui est enceinte. Et pour moi, la vengeance d'Hatim, elle est là, quoi, au total. Ben, je trouve intéressant aussi de dire, en fait, que la relation oedipienne, tout ça qui se crée, ben, elle a aussi des rebondissements dans le sens où c'est le père qui tue son enfant. C'est vrai, c'est lui qui le fait. Et donc c'est vrai aussi qu'on ne peut pas être gentil avec lui dans un sens ou dans un autre. On ne peut pas le racheter, le Nassara. Mais en même temps, il nous touche. Je ne sais pas si... je trouve quand même... Oui, alors, donc c'est la version originale, c'est la VO. Donc, ce que j'aime bien, c'est quand tu lui dis, ben, vous avez été un peu imprudent, old man, le vieil homme. Et voilà, je pense que c'est, pour moi en tout cas, il y a un lien avec le western qui est très prégnant dans Darat. Il n'est pas exclusif parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs africains qui ont été, et c'est là aussi l'histoire de la filiation, qui ont été nourris, gavés de western quand ils étaient petits parce qu'il n'y avait que ce cinéma-là de disponible à côté du cinéma indien qu'on diffusait en Afrique. Et Haroun en fait partie. Donc fait partie des gens qui ont été vraiment nourris du western. Si vous regardez Bamako, donc... de Sissako, à un moment donné, il y a carrément une intermède comme ça, quelque chose autour du western un peu parodique, tout ça. Mais la poussée vers l'ouest, la poussée occidentale, la poussée western, elle est très très forte. Ce n'est pas une reconduction du western dans le sens des stéréotypes de western. Mais dans l'esprit, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans les échanges de regards, bon, je dis western, mais c'est Sergio Leone, donc western spaghetti, mais qui magnifie le western en quelque sorte, pour quelques dollars de plus. Et donc, ben voilà, on se retrouve toujours dans ces schémas de liens à trois, on va dire, entre celui qui veut se venger, celui qu'il est censé tuer et celui qui se met au milieu. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y en a un qui perd le fusil, mais c'est un autre qui vient lui restituer le fusil, qui va remettre les chronos à zéro, qui dit, à partir de maintenant, on peut commencer. Ce qu'il dit en anglais. Ça y est, maintenant, on peut y aller. Mais je trouve que c'est assez délicat, parce qu'au début, quand le spectateur, lui, voit cet extrait, si on supposait que c'était un court-métrage, il voit cet extrait. Au début, il y a des chances qu'il pense que celui qui va se venger, c'est l'autre avec celui qui tient le médaillon avec la femme dedans. Et c'est vrai, dans ce film-là aussi, il y a une relation un peu complexe où le bourreau devient la victime, inversement, et ça se continue jusqu'à ce dénouement où, en fait, le fusil, le pistolet est restitué,
l'autre est exécuté. Bon, voilà, on est dans un bon western, donc en même temps, il peut pas en réchapper. Mais on voit bien que le vieil homme va venir lui piquer quelque chose. Ça veut dire aussi qu'il y a un lien très intime entre le méchant et la victime qui a été la victime de ce méchant-là. Et ce lien-là, je ne le dévoile pas. Si vous voulez, ceux qui ne connaissent pas le film, c'est donc pour quelques dollars de plus, voilà, avec Léoné, Eastwood, voilà, le bon western. Voilà. On peut retrouver les mêmes choses. Il était une fois dans l'Ouest, bon voilà, c'est toujours ce même schéma. Et dans Il était une fois dans l'Ouest, justement, j'aurais pu choisir cet extrait-là, parce qu'en fait, il y a un moment où il se tourne autour vraiment comme dans Darat, où ils se reniflent presque pour sentir l'odeur de l'autre. Ils sont très près. Et après, le vengeur, il a un harmonica, il lui met l'harmonica dans la bouche, il est couché par terre. Et à ce moment-là, il se rappelle avec l'harmonica qu'en fait, il avait commis un crime il y a longtemps et que ce n'est que la vengeance qui arrive à cette heure-là. Mais il y a toute cette question de « mais qui es-tu à la fin? Que me veux-tu » Cette question-là, elle est très présente dans Il était une fois dans l'Ouest. On peut le retrouver dans d'autres films. Mais j'ai trouvé que celui-là, pour moi, il était plus intéressant dans le sens où, en fait, le cercle dans lequel il tourne, ce cercle est matérialisé par terre. Donc voilà, c'est normal que dans un western, il y ait toujours cette sorte de cercle de la mort autour duquel les gens vont tourner. Et puis, ce que je trouve fabuleux aussi, c'est l'attention qu'on porte au costume, à l'allure et à la manière de se tenir, tout ça. On dirait qu'ils passent leur temps à se changer. Et donc, ils vérifient toujours que tout va bien et tout ça. Bon, ils sont très virils, mais cette virilité, on va dire, de démonstration, en quelque sorte. Et ils sont très virils parce qu'ils ont des pistolets, mais ils sont très sensibles à le pancho qui va dans le bon sens, etc. Et je trouvais que c'était passionnant dans Darat, ces changements d'habits qui racontent toute l'histoire. C'est vrai, je l'ai évoqué au début, quand il a cette veste militaire, mais en même temps, à un moment donné, il se fait habiller. Je crois qu'il y a une expression comme ça, là. Il se fait habiller par Nassaran, et donc, du coup, il lui donne ses habits à lui, quand il était plus jeune, je suppose. Et il y a des moments où ils sont habillés tous les deux pareils. Et c'est d'autant plus puissant qu'à ce moment-là, il les met l'un face à l'autre souvent, et comme s'ils se voyaient dans un miroir. Et donc, le rapport père-fils, là, il n'y a rien à faire. Et il y a un moment sublime dans le film où, justement, tous les deux se regardent dans le miroir. Alors là, on a le miroir, et puis on a tous ces effets-là de savoir qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, qu'est-ce qui est dans le miroir et qu'est-ce qui est dans la réalité. Il réussit, le chef opérateur réussit à nous faire presque penser que l'image dans le miroir est plus vraie que l'image qu'on a, c'est toujours dans un miroir puisqu'on est au cinéma, mais que l'image dans le miroir est plus vraie que celle qu'on a dans le premier plan. Je trouve ça superbe. Je trouve aussi superbe un autre plan où il y a cet effet de miroir, des deux côtés du miroir. Bon, j'allais dire, on le trouve presque dans tout le film, parce que moi je n'y avais pas vraiment fait attention, mais là, je l'ai d'autant mieux vu que c'est sur grand écran, tout ça. En fait, pendant tout le début du film, on a du mal à savoir ce qui est dedans et ce qui est dehors. C'est-à-dire qu'avant le huis clos, avant qu'il commence à s'enfermer dans la boulangerie, tout ça, il y a un long moment où les murs, en fait, délimitent à la fois le champ de chez Nassaran et dehors. Et il y a des moments où on ne sait plus quand on est d'un côté ou quand on est de l'autre. Il y a des moments où il se déplace, on a l'impression qu'il est dehors, et la caméra remonte juste un peu, il effleure ou affleure les murs, et on voit des végétations derrière ou des choses comme ça, et on se dit, ah tiens, c'était bien dehors, ah tiens, c'était bien dedans. De la même manière, quelque chose qui m'a beaucoup plu, moi, personnellement, parce que, vous savez bien, quand on est enseignant, on aime bien qu'il y ait des choses qu'on peut rattacher aux élèves, tout ça, c'est le minimum. Et donc, il y a quelque chose à faire autour, justement, des notions de métonymie ou de synecdoque. C'est-à-dire le fait qu'on peut représenter, on peut parler du contenant pour le contenu. Par exemple, il a bu un Bordeaux, il a bu un verre, mais en fait, il n'a pas bu le verre, il a bu ce qu'il y avait dedans. De la même manière, dans les synecdoques, c'est une partie pour le tout. Donc, on se focalise sur un élément, mais cet élément ne vaut pas comme élément à part. Il n'a de sens que s'il se rattache à tout le reste. C'est pour ça aussi que je pensais à ce film-là, parce que quand vous avez le médaillon avec la femme, même si on n'a pas vu le film, à partir de là, on peut se faire des hypothèses de lecture, on peut se faire tout le film, en fait. On aura tort ou on aura raison,
mais un élément du film renvoie à l'ensemble du film. Et l'image, je pense, superbe qui va dans ce sens-là, c'est quand le vieux, à la fois, sort et qu'il entend des bruits autour. Bon, on vous dira que c'est la force du hors-champ, tout ça. Bon, d'accord. Mais en même temps, la force du hors-champ, c'est la partie pour le tout. Autrement dit, il suffit qu'on entende un bruit pour qu'on se représente l'univers qu'il y a derrière. On n'a pas besoin de voir la guerre, on a juste besoin qu'on nous donne un élément de la guerre pour qu'on puisse s'imaginer le reste. D'où aussi cette sorte d'euphémisme ou on va dire de gentillesse du réalisateur qui fait qu'on ne montre pas la violence en direct. La violence, elle est toujours en dehors du cadre, en quelque sorte. Elle est d'autant plus forte. Mais en même temps, on n'est pas dans une position de voyeur au niveau de la violence. Elle est toujours suggérée et du coup, elle est insufflée dans le personnage qui lui est présent. Donc, au lieu d'avoir des personnages vides et des choses qui se passent autour, on a tout qui est rendu à l'intérieur du personnage, ce qui fait que les moindres changements sur de physionomie renvoient justement à potentiellement quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Et l'image, on va dire, qui le montre mieux, c'est quand il sort là et qu'il n'y a que des chaussures par terre. À ce moment-là, on voit deux militaires qui courent dans un sens, dans un autre, peu importe, mais on n'a pas besoin de voir les gens se faire tuer en masse pour comprendre ce que c'est que de mourir en masse. Donc du coup, les chaussures, là, vont suffire en quelque sorte pour nous rendre toute la violence de ce qu'on ne nous montre pas. Parce que dès l'instant où on le montre, justement, on rentre dans cette violence du journal télévisé, qui est la violence facile, qui est la violence qu'on peut mettre à distance parce que ça vient du Tchad. Autrement dit, dès l'instant où vous montrez un homme en train de se faire tuer, vous dissociez le spectateur de la violence qui est produite et vous le mettez en posture d'être lui quelque part et cette violence-là ailleurs. C'est du coup, si on montrait la guerre au Tchad, ben moi je suis dans la posture de l'information, je vais dire tiens, il y a une guerre au Tchad, je vois des gens qui meurent, etc., etc. Mais si je ne montre pas la guerre au Tchad, je dis bien c'est la guerre au Tchad, mais le spectateur, lui, justement, ne va pas se projeter jusqu'au Tchad, il va prendre en pleine figure la violence, et cette violence-là va passer par les personnages qui sont en face, qui eux voient la violence. Donc du coup, c'est toujours l'histoire de la vengeance. C'est-à-dire, pour que moi je vois la violence, on n'a pas besoin de me montrer la violence. On a besoin de me montrer quelqu'un qui voit la violence. C'est dans cet effet de miroir-là que tout d'un coup, mon humanité est sauvegardée, dans le sens où on ne me met pas le nez dans le caca, comme dirait l'autre, et on se débrouille pour ne pas être au journal télévisé. Parce que la frontière, elle est ténue entre l'information qui me met à distance et justement l'information au sens peut-être d'Aristote maintenant, qui est que c'est quelque chose qui me transforme moi. Je suis informé. Voilà. Et donc, je pense que le travail que fait un cinéaste comme Saleh Haroun, là, à ce moment-là, c'est de se débrouiller pour que je puisse partager sa douleur de Tchadien sans le renvoyer au Tchad. Pour que je puisse sentir l'humanité qui souffre en lui, mais non pas à distance, mais comme une humanité simplement que je suis capable de comprendre, d'entendre, et que je suis capable aussi, justement, de transmettre à ce moment-là. Donc, quand je vais parler, je vais dire, ben, vous savez, il y a la violence au Tchad et tout ça, mais en même temps, c'est une violence que j'assume parce que je l'ai entendue. Ouais, deux, trois trucs en vrac, tant que j'ai les neurones qui fonctionnent un peu encore. Par rapport à western et cinéma africain, allez voir si vous pouvez dimanche, en clôture du festival Timbuktu de Sissako, mais sinon dès que ça va sortir, qui a vraiment une force de western, notamment dans des plans. Au niveau de quelque chose qui est troublant en rebond dans les films, c'est les sens empêchés, et notamment l'aveuglement. Alors bon, aveuglement du refoulé dans Tétro, mais ça c'est autre chose. Justice aveugle, ou en tout cas qui reconnaît par l'audition chez Lang, et la vengeance aveugle. Et ici, repenti muet en plus, puisqu'on va doubler toujours dans cette inversion des motifs qu'on va retrouver. Par rapport à ce que tu disais à l'instant, la violence hors champ aussi chez M et chez Lang, cette question de laisser hors champ. Et alors, moi j'avais une question pour finir, avec moi. En revoyant le film là, j'étais vachement surpris et ça m'avait pas du tout interpellé en le voyant sur petit écran, de l'artificialité du jeu en fait dans le film, qui est trop constante pour être un problème de casting ou de jeu d'acteur, mais peut-être à mon sens plus quelque chose de la direction.
comme il y a une artificialité du jeu chez Bresson, par exemple. Et je faisais le lien, ce que tu disais tout à l'heure, sur les effets de surcadage et la théâtralité. C'est un film qui nous renvoie beaucoup à la théâtralité, et presque un jeu de théâtralité où on serait trop près, parfois, pour qu'elle passe dans le cinéma. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé. Ben, c'est à moins que quelqu'un d'autre puisse réagir à ça. Mais c'est vrai que la filiation avec Bresson, elle est réclamée. Voilà. Saleh Haroun dit, ben voilà, moi, mon cinéaste, on va dire de référence, c'est Bresson. Mais en même temps, c'est bon. C'est vrai que quand on dit superficialité du jeu, c'est vrai que ça prête à confusion. En fait, c'est parce que, bien sûr, c'est des acteurs qui ne sont pas professionnels, tout ça, mais ils réussissent à rendre quelque chose, je pense que le spectateur perçoit de façon très forte, et qu'en fait, il ne pense pas que le jeu est superficiel. C'est au niveau de la réception. C'était plus sur l'artificiel, hein, en fait, que sur le superficiel. Tu vas voir le côté où c'est pas un jeu naturaliste du tout, quoi. Voilà, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est un jeu qui est construit. Mais cette construction-là, je pense qu'à un moment donné, c'est comme dans un bon morceau de jazz. Le mauvais morceau, on ne verra que l'artificialité. Le bon morceau, je veux dire la virtuosité en surface et tout ça. Là, je pense que c'est complètement résorbé, ça imprègne les personnages. Et en fait, je trouve que du coup, le spectateur, justement, il n'est pas enveloppé par l'effet de réel. En fait, il ne plonge pas dans les images. Il permet au spectateur d'être en posture de jeu lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, jeu dans le sens de jouer, mais dans le sens de la subjectivité qui est toujours consciente. Et oui, la différence justement, c'est que quand on veut vous arnaquer, on vous vend le réel. C'est le journal télévisé, il a l'air réel. Mais en fait, c'est faux, dans le sens où c'est une construction. Mais là, la construction, elle est, on va dire, visible, elle est assumée comme telle, et c'est dans la construction que surgit, on va dire, l'émotion. Donc du coup, le fait de se détacher un peu, moi je pense aussi à Chaplin, voilà, c'est-à-dire qu'on a rigolé pendant un moment, tout ça, on se dit, bon, et on voit bien que tout est un peu surfait, mais quand il vous prend à la gorge, justement, on ne le voit pas venir, dans ce sens-là. Et moi, j'ai trouvé que c'était, comment dire, les jeux des acteurs, j'ai trouvé que dès le début, en fait, on sait qui est qui. Et il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du jeu. Mais par contre, dans ce que ça nous fait dans notre tête à nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on a l'impression de voir toujours qui est qui, mais en fait, à chaque fois, à l'envers. On pense que l'autre, il est comme ça, et après, il bascule dans l'autre sens, après, il revient dans l'autre sens, etc. Mais il n'a pas changé de jeu. C'est ça que je trouve fabuleux aussi. C'est qu'on n'a pas besoin, justement, de surjouer, de rendre plus réel, pour rendre dans la tête du spectateur quelque chose, justement, de réel, et de faire susciter l'émotion. Donc, du coup, pour moi, c'est de l'ordre presque de la délicatesse. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer le titre du film? Pourquoi ça s'appelle Darat, saison sèche? Merci. Mais je pense que d'autres le savent aussi, non? Mais moi j'ai dit VO, VF, tout ça, bon, je m'amuse. Bien sûr, Darat, saison sèche, c'est tout bête. Bon, il le dit, si vous regardez sur Internet, vous mettez Saleh Haroun, tout ça, vous aurez toutes ces informations-là. J'aime bien le dire parce que c'est comme on fait avec les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de secret là-dedans, de secret de construction. Il y a des sites avec des renvois, il y a des choses. Si vous voulez savoir sur Darat, vous avez cette explication, vous l'avez en 12 exemplaires. Il en parle, il en reparle. Bon, j'en parle ici pour dire que ce n'est pas moi qui en parle. Ça existe ailleurs. Et cette information-là, on peut la trouver facilement. C'est que c'est vrai, dans les pays au sud du Sahara, vous n'avez pas le printemps, l'automne, etc., etc. On ne peut pas pleurer à l'automne parce qu'on pense que bon, toute la poésie, mais ça ne marche pas comme ça. Vous avez la saison humide et vous avez la saison sèche. Vous avez la saison sèche, vous avez la saison des pluies. Il se trouve que, d'un point de vue, on va dire presque symbolique, la saison des pluies, c'est la saison, on va dire, où la nature renaît. Et il se trouve qu'en même temps que la nature renaît, il pleut. Et comme les gens n'avaient pas prévu des routes et tout ça, et donc tout est complètement inondé, et donc ça veut dire que les hommes sont bloqués chez eux. Et comme ils sont bloqués chez eux, ils deviennent gentils. Et oui, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas aller se battre, donc forcément, ils restent cloîtrés en quelque sorte, la pluie les maintient à la maison. Alors que dans la saison sèche, justement, les hommes ont fini de cultiver tout ça, ils sont en récréation, et à ce moment-là, il faut qu'ils aillent se battre. Et donc, du coup, ça fait une sorte de, on va dire, d'ironie tragique qui veut que la saison sèche soit la saison de la guerre.
C'est-à-dire, les gens ne se battent que quand il fait sec. Alors, quand il ne fait plus sec, ben ça y est, ils ont rangé les armes. Si vous voulez faire l'armistice, arrivez juste au moment où la saison des pluies commence, à ce moment-là. Parce qu'en dehors de ça, ben, bien sûr, c'est cette saison-là qui est, bien sûr, il y a aussi l'harmattan, il y a tout ce qui va derrière. Poétiquement, c'est quand même, c'est comme incendie. C'est presque, ça se ressemble. Il y a une proximité entre cette sorte de brûlure comme ça, voilà, qu'on peut retrouver juste à travers le titre. Pour ça, je disais tout à l'heure, la partie pour le tout. En fait, cette partie-là de saison sèche, symboliquement, ça peut traduire la guerre, la violence, la désertification, le fait que ça peut flamber à tout moment, etc., etc. Et là, on est dans la métaphore carrément. Il y a une remarque ici aussi. Oui, juste quand vous avez laissé la photo du site, j'ai vu l'affiche de Darat et j'ai vu que la typographie n'était pas la même pour toutes les lettres. Les voyelles étaient en capitale, sauf le D du début, et les consonnes étaient en minuscules. Donc est-ce que... Alors, ben, pareil, moi je commence en disant, ben, justement, donnez-moi une voyelle F ou V, donnez-moi une consonne. Bon. Voilà. Après, on peut justement mésinterpréter. Autrement dit, c'est une tentation qu'on nous donne. C'est-à-dire, il y a quelque chose à dire dessus, mais moi je n'ai pas ce qu'il faut dire dessus. Pas aussi directement. Mais par contre, par rapport à la réception que j'ai du film, je peux essayer d'interpréter, de me demander pourquoi il y a des voyelles qui sont comme ça, ou pourquoi il y a des consonnes qui sont comme ça, quelle est la tension qu'il essaie de créer entre parler, qui suppose une vocalise, et ne pas parler, qui renvoie au niveau des consonnes. C'est-à-dire que la vocalisation, c'est la même chose que parler. Donc il y a dans le fait de parler quelque chose qui met en tension les consonnes qui ne disent rien et les voyelles qui les font parler. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je peux rajouter dans la cotisation, comme on dit dans une tontine. Mais après, c'est toujours pareil. On a une tension, que ce soit au niveau de l'image, de la représentation, etc., que ce soit au niveau de lettrines, tout ça. Après, on peut essayer de faire sens, mais sans donner une raison qui serait une raison valide partout. Moi, je serais intéressé si, dans une classe, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais pourquoi il y a ça ?» etc. Et l'autre dit « Mais moi, je pense que… » Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce fait que quelqu'un pense que quelque chose à partir, on va dire, d'une observation concrète sur les lettres ou sur autre chose. Moi, je m'interrogeais sur une séquence qu'on a tendance à oublier. Moi-même, je l'avais oubliée. Elle vient de me revenir. C'est la séquence avec la chanteuse dans le bar. Parce que chromatiquement, elle est différente du reste. Elle est assez éblouissante. Puis lui, il est en rouge. Est-ce que c'est un moment de l'initiation ? Moi, ça m'a fait penser à un passage de Bicentenaire où il y a l'apparition de l'étrangère dans le roman de Lionel Trouillot. Voilà, très cinématographique, mais là, je ne sais pas, une fenêtre peut-être sur la couleur, sur autre chose. Oui, et si on est dans le roman de formation, justement dans l'initiation, justement, il y a parfois ces moments où quelque chose est produit. On ne sait pas si ça va tenir ou ça ne va pas tenir, mais dans le cheminement du personnage, il y a comme ça des sortes de reliefs. Et ces reliefs-là, c'est des moments où il va se retrouver tout seul devant cette chanteuse qui est à la fois une femme. Et moi, je la trouve assez jolie. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que dans le parcours, on parle de parcours initiatique comme si c'était intellectuel ou simplement moral. Mais c'est un parcours du corps aussi. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il fait l'expérience d'être un être humain, un homme, dans une situation où il est en tenue jolie, dans un cadre très joli, et potentiellement une femme qui est là sur une scène, etc. Donc, du coup, c'est toujours pareil. On peut avoir une interprétation qui dit le sens c'est ça. On peut aussi se poser des questions, comme vous le faites, de se dire mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans son parcours? Et on va le ramener à d'autres moments du film où justement, jusque-là, on a l'impression qu'il est habillé par les autres. Et là, on a l'impression que c'est lui qui s'est habillé. Pour moi, la grande différence, elle est celle-là. Là, je le vois habillé par lui-même. Et juste après, c'est ça que je trouve passionnant, il décide d'aller le flinguer et cette fois-ci, c'était pour de bon. Il se trouve qu'il y a un accident qui fait qu'il n'y a personne, il tape à la porte. Mais juste après, on a l'impression, oui, là, il a fait le point
et il y va, il est un homme, bon voilà, on pourrait presque dire que c'est le moment où il devient un homme. Mais en même temps, avec tout ce qui a été construit autour, ben, ce n'est pas encore fini. Et je trouve ça superbe dans le film, que ça arrive à ce moment-là et que ce ne soit pas une conclusion. Voilà. Et donc, pour continuer à creuser dans ce sens-là, il y a L'année de l'éveil de Charles Julier, voilà, qui est, je dois l'avoir en livre, il est par là. Et là-dedans, il y a derrière, en fin de livre, toute une biographie sur justement le roman de formation et ces schémas initiatiques qui, justement, en général, sont interprétés comme schémas initiatiques, c'est-à-dire renvoyés au Tchad. Non, mais je rigole. Non, je dis, voilà, c'est-à-dire, quand on dit initiation, dans un cadre d'un Africain, on a tendance à penser que c'est l'initiation comme quelque chose. Non, c'est juste une formation. Je fais la différence pour moi. L'initiation, c'est, on a une case, et tout le monde sait qu'il n'y a rien dedans, on vous fait rentrer dedans, on vous fait ressortir, vous dites, ah, super, j'ai vu l'esprit. Bon, ça c'est l'initiation. Il n'y a rien dans la case, vous y rentrez, vous ressortez, vous êtes initié. La formation, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui vous prend d'un côté, qui essaie de vous donner un métier, qui essaie de vous donner un parcours de vie, bon, on va dire comme ça, qui vous fournit les outils pour faire les choses concrètement dans la vie. Et je trouve que dans le film, c'est superbe, parce que justement, le lien qu'il y a entre Nassara et Hatim, c'est précisément qu'il lui dit, je ne veux pas de charité, donc je ne veux pas, moi je simplifie, je ne veux pas d'initiation, je vais très loin dans ce sens-là, je ne veux pas quelqu'un qui me dise, il y a un absolu qui dit qu'il faut faire ça. C'est ce qu'il lui dit. Nous, on sait pourquoi il le dit. Mais par contre, à partir de ce moment-là, il lui dit, si tu veux un métier, reviens demain. Mais je trouve ça passionnant. Pourquoi? Parce que par rapport à la question, la saison sèche, mais si vous allez en Afrique, ben, au Sénégal par exemple, la saison sèche, c'est la saison où tous les migrants descendent dans les grandes villes pour essayer de se faire un peu d'argent pour revenir pendant la saison des pluies. Et donc, dans ce schéma-là, son parcours de son village à N'Djamena, c'est tout à fait normal, en fait. S'il revient à la maison, c'est comme si c'était pas rien passé. Mais en fait, c'est un parcours normal dans la vie d'un homme. Et ce parcours normal-là, il enclenche dans un processus, on va dire, d'initiation. Mais dans le cas de ce film, je préfère la formation. Oui, alors moi j'ai une question. En voyant l'extrait du western et la forme circulaire dans laquelle se trouvent les cow-boys, les personnages, la chanson du générique, elle ne parle pas de tauromachie, le générique de fin. Je n'ai pas compris les questions de taureau. Ah oui, donc à la fin du film, donc c'est une chanson de Oasis Diop, il faut la réécouter. Et Oasis Diop, si vous le connaissez, il a fait Samba le berger, il y a toute une histoire autour, justement, de la migration nomade et tout ça, et de la violence, et c'est une des thématiques de Oasis Diop. Donc il faudra réécouter le morceau pour savoir ce qu'il en dit. Mais je signale juste que le Oasis Diop, c'est le frère de Djibril Diop Mambéty, celui dont je vous ai montré le film tout à l'heure, et c'est celui qui a fait la musique des grands films de Djibril Diop Mambéty et d'autres réalisateurs encore. Tant qu'on est au niveau de la musique, je signale aussi que dans le film, il y a une femme qui interprète en playback une chanson, et c'est une chanson d'une Mauritanienne qui s'appelle Malouma, qui a une superbe voix. Et là, c'est une musique, voilà, c'est absolument génial, pour en dire comme ça. C'est très, très fort. Et on ne la voit pas, elle, dans le film. C'est quelqu'un d'autre qui interprète. Voilà, donc ça reste des pistes à creuser. Il nous reste 20 minutes. Enfin, il nous reste plus en vrai dans la vie, mais là, précisément, il nous reste 20 minutes qu'on peut utiliser encore. Ouais. Pour revenir à ce que vous disiez sur la formation, c'est vrai que moi, tout le début du film, j'ai pensé sans arrêt au fils des frères Dardenne. Forcément, ça travaille ensemble. Et je me suis dit, j'avais pas vu le film, hein, je me suis dit, voilà, là c'est trop tard, ils travaillent ensemble, il ne pourra plus rien se passer de grave. Et c'est vrai que du coup, ce que vous avez dit tout à l'heure était très intéressant, enfin, tout ce que vous avez dit, hein, pas que ce que je vais vous dire là, mais c'est que dans le fils, effectivement, c'est la vengeance directe.
puisque il a tué le fils. Donc c'est ce qui est de plus acceptable, entre guillemets, humainement. Que là, effectivement, tous les autres films, c'est souvent indirect. Ouais. Et juste pour... parce que c'était pas une question, en fait. On retrouve aussi l'idée de ce que vous dites, c'est Hitchcock là, qui disait que plus le méchant est réussi, meilleur est le film. Oui. Et donc, juste pour signaler encore une fois que donc, sur le site qui était affiché tout à l'heure, vous avez des rapprochements avec le fils, avec des études même de plans comparés, je ne pourrais pas vous dire dans le détail, mais en fait, il y a des films qui ont été sélectionnés en vis-à-vis, quoi, en quelque sorte, pour essayer de montrer quelles sont les différences, et on a même installé une filiation entre Arun et les frères Dardenne, parce que c'est quand même ce côté à la fois social, mais pas dans le sens facile du terme, et au corps à corps, et je vois dans tout le film, on le voit bien, quand on passe d'une séquence à l'autre, ce n'est pas nettoyé derrière. Au cinéma, souvent, c'est nettoyé. On va faire un fondu, on va faire des choses, on va se débrouiller pour que le personnage y rentre là et qu'il ressorte de l'autre côté. Mais dans ce film-là, vous avez des sortes de décrochages et peu importe. En fait, il est assis d'un coup, l'autre côté, il est debout. Voilà, parfois, il arrive jusqu'au bord du cadre, etc. etc. Ça a l'air très propre, justement, au niveau, on va dire, global. Mais quand on ressent le film, c'est quand même quelque chose d'assez crasseux. Mais une belle crasse, moi, je trouve, dans le film. Et pour moi, ça, c'est assez proche de ce que font les frères Dardenne. En film en miroir, mais je pense que vous avez fait le lien aussi hier avec Tétro, il y a Tout sur ma mère qui fonctionne énormément. Donc ça, c'est un axe possible, alors qui est compliqué parce que du coup, il faut bosser 2 films et pas un, mais qui peut fonctionner, hein, vraiment, ces rapports croisés entre films, un peu d'analyse comparée, ou en tout cas, donner aux élèves envie de voir d'autres films à partir de celui qu'ils ont vu en réseau. Ça peut fonctionner. Avant que la salle ne s'égrène ce qu'elle est en train de faire. Oui. Moi, c'est juste une image qui m'a marqué justement dans l'esprit de ce que tu disais sur la femme qu'on voit de face. Et puis il y a un contre-champ. Et à nouveau, dans le contre-champ suivant, on la revoit. Et en fait, elle est de dos. Et on ne voit plus que son voile, en fait. Et on a l'impression qu'elle est encore de face. Et je ne sais pas quoi faire de cette image. Mais justement, elle est belle. Dans la tête, ça fait ce phénomène de retournement, justement. Mine de rien, une fois que ça s'est fait, le cerveau, lui, il a accepté ce jeu d'aller-retour. Mais je trouve qu'au cinéma, ça marche bien, justement, quand on ne respecte pas le caractère naturel qui est artificiel. Puisque le naturel est artificiel, autant faire de l'artificiel qui redonne une dynamique à l'intérieur de la réception. Et donc, du coup, le spectateur, il n'est pas passif. Même dans les moments où il pense qu'il est passif, en fait, on se joue de lui perpétuellement. Et ce qui fait aussi qu'on lui donne des images qui restent. Moi, je trouve que l'image reste si ce n'est pas dans un flux d'images. L'image reste parce que, justement, tout d'un coup, on nous l'a montré en nous disant que c'était une image. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure de pareidolie, c'est cette capacité qu'on a, nous, de construire le reste. Donc, on n'a pas besoin qu'on nous dise, mais il est de dos ou il est de face. On pourrait, nous, se déplacer de l'autre côté. Sauf qu'on ne le fait pas. Parce qu'on nous a habitués à ce que, quand on est de face, qu'on soit de face. Quand on se tourne, on dit, oui, maintenant ça tourne. La caméra, elle va toujours emboîter la perspective naturelle pour compenser la perte de repère. Mais à chaque fois qu'on va compenser la perte de repère, on compense en même temps le déséquilibre qui est dans le cerveau et qui fait que le cerveau lui-même va chercher l'équilibre. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que donc, du coup, c'est normal qu'on donne des impulsions qui retournent l'image parce que notre cerveau est capable de retourner l'image et comme il est paresseux pour le faire, on lui suggère de le faire et à ce moment-là, vous allez voir, pendant tout le film, j'ai l'esprit qui va dans un sens, qui va dans un autre, d'où le côté justement artificiel. C'est que le cerveau, lui, il est artificiel. Il aime bien construire. Et donc, à ce moment-là, si on le prive de la construction, ben, il accepte la linéarité. Mais le cerveau n'a jamais vu rien en linéaire. C'est une illusion. Puisque lui, entre la perception que j'ai de la chose, l'analyse que j'en ai, la conclusion que j'en tire, etc., mais il y a toujours un vide dans la perception de la réalité. Donc, ce vide dans la perception, on nous le compense au cinéma en essayant de nous donner l'impression que les choses sont liées. Mais je suis habitué à ce que ma perception
soit toujours séquencé, en quelque sorte. Donc, pour nous, en tant que sapiens sapiens, avec notre cerveau, même cette sorte de décrochage, en fait, il est plutôt naturel. Ce n'est pas du tout quelque chose qui nous surprend. Mais comme on est habitué à faire un lien, ben, on est surpris. Mais moi, je trouve que c'est super quand au cinéma, on arrive à reconstruire ce fonctionnement du cerveau. Et ce que les images que moi j'aime beaucoup aussi, c'est justement quand on a tout d'un coup un tissu quelque part, on a la femme qui vient passer dans le tissu, et juste après, il y a un autre tissu. Mais au départ, on s'est dit, mais pourquoi? Il y a un tissu, donc elle passe au travers. Donc l'autre tissu, mon cerveau a tendance à dire qu'elle va passer au travers. Mais en fait, je me rends compte que l'autre tissu, il n'est pas sur le même plan. Et du coup, je commence à voir le film en relief. Ce qui crée le relief dans ma perception, dans mon ressenti et dans mon regard, c'est précisément qu'on me donne le relief à l'intérieur du film. Et pour le cinéma africain, c'est un problème, parce qu'on le sait bien, justement, la saison sèche, il ne faut pas filmer. Il y a la lumière du soleil qui annule tous les reliefs et qui aplatit tout. Donc on peut expliquer que dans les films qui arrivent à mettre en avant l'humanité, que le réalisateur soit obligé de créer artificiellement un huis clos pour pouvoir rendre le corps des individus. Parce que si vous ne faites pas le cadre dans le cadre, quand on dit on va faire le cadre dans le cadre, on a l'impression que les gens font ça parce que c'est très cinématographique, c'est chouette. Mais en fait, non. Si vous ne le faites pas, vous perdez l'expression des personnages. Vous êtes obligé de réduire les échelles pour donner de la profondeur de champ. S'il n'y a pas ces éléments, par exemple, les pins qui sont devant, de l'ombre et l'autre qui est derrière, j'ai l'impression que tout est sur le même plan. Et donc, si je veux créer une dynamique de perception de l'image, je suis obligé de fragmenter l'image. Si je veux créer une continuité, je suis obligé d'introduire des ruptures. Donc, en fait, je fonctionne exactement à l'envers. Mais le film développe, hein, il y avait l'exemple tout à l'heure qui troublait Madame. Sur le pont du tir, le film développe une esthétique de la désorientation par le faux raccord. Il y a pas mal d'exemples, justement. Ça, moi, je pense à un, en fait, de faux raccord dont tu parles, voulu, mais qui crée du sens, comme tu l'as dit. Comme j'ai des grandes oreilles, je les laisse traîner souvent, et du coup, elles sont sales. Mais dans les couloirs, là, tout à l'heure, j'ai entendu, hier déjà un petit peu, des choses sur « Oh là là, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, ils vont se faire chier, c'est lent, c'est lent. » Effectivement, il y a cette année une esthétique, en tout cas de la lenteur dans les films. Je pense qu'il ne faut pas... alors ça va pas être facile, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il faut la travailler, en fait. Il faut la prendre à bras le corps et envisager que le cinéma, c'est aussi, et de plus en plus aujourd'hui, un temps différent. C'est-à-dire, c'est un temps donné aux images pour s'installer. C'est une contrainte, alors ça fait un peu vieux machin de dire ça, hein, mais c'est aussi une contrainte différente que l'usage actuel des images. C'est-à-dire que, oui, le dispositif cinématographique est peut-être violent pour une jeune génération qui est habituée à agir sur l'image. Ben là, il faut la subir. Et les sons. Et les sons, pardon, et les sons, oui, parce que Raphaël est la partie auditive. Non, on s'écoute dans les deux. Oui, on s'écoute dans les deux. Non, mais c'est vrai. Et des sons et des images et de l'environnement sonore. Moi, je pense que tout ça, on peut vraiment le travailler et ça peut être même l'objet de séances préparatoires au film. Et j'insiste vraiment auprès de vous sur ces séances préparatoires parce que on peut travailler le film sur la thématique, on peut travailler le film sur le réalisateur, sur les hypothèses de lecture, la bande-annonce, l'affiche, tout ça. Très souvent, et je comprends que c'est chronophage comme dispositif. Nous, quand on arrive en intervention, on nous dit « Oui, mais j'ai rien préparé sur le film parce que je voulais pas le déflorer. » Oui, bon, ok. Mais la séance, par contre, elle peut être préparée. Et elle peut être préparée au-delà du film, sur le dispositif de la salle, sur le dispositif du cinéma, et aussi sur cette question de la lenteur. Je pense que si des élèves, on les prévient en leur disant « Le film, il a un rythme particulier, il va falloir rentrer dedans », ils vont déjà moins se subir, peut-être. Il ne s'agit pas déjà de les dégoûter avant qu'ils rentrent dans la salle, mais leur dire que voilà, qu'on va les embarquer dans un voyage qui a un rythme peut-être autre que ceux qu'ils pratiquent, et notamment sur l'ensemble des trois films. Bon, donc j'insiste un peu sur ça. Si vous sur Darat, je ne sais pas comment, justement, pour moi je suis assez... bon, peut-être que je suis un peu
facile, bon public, quoi. Mais je ne sais pas comment les élèves l'ont reçu. Mais c'est vrai que Darat, si on se laisse embarquer dans cette action avec cette sorte de hyper rapidité, je veux dire, bien sûr, on vous dit, le film il est lent, mais il est hyper rapide quand même ce film. Entre le moment où il arrive, il voit les militaires qui défilent, il est déjà en train de mettre sa camisole pour aller en ville, etc., etc. Moi, j'ai trouvé que, justement, il y a une mécanique implacable qui fait que, justement, le temps fonctionne sur un régime différent. Je vois un film lent, pour moi, c'est, je ne sais pas moi, Yélène de Souleymane Cissé, si vous voulez le voir. Mais oui, parce qu'on a le soleil qui se lève, il a le temps de se lever. Ici, justement, si on travaille sur le temps, moi, je vendrais le film plutôt sous cet angle-là, de dire en fait que l'action, elle est tellement rapide que les lenteurs, en fait, sont absorbées par l'action. Mais non, peut-être que je me trompe. Non, pas comme ça. C'est clair qu'il y a une esthétique de l'ellipse très forte dans le film, mais après qu'on est dans l'action et dans le lieu, par rapport à, j'en sais rien, Transformers 14, où tu vas avoir 4 plans secondes, et qui est un mode de... Très lent aussi. Hein, mais qui sont très lents parce qu'ils sont très chiants, en fait. Voilà, effectivement. Dès qu'il y en a 5, oui, on s'ennuie. Non, je suis d'accord. Et oui, le temps, il est fonction justement d'un rythme. Tout à fait. Pour moi, il faut qu'ils attrapent le rythme. Donc, je leur dirais plutôt, essayez d'avoir le rythme parce que, bon, voilà, une fois que vous avez le tempo, vous savez que c'est à 4 temps, mais c'est à 4 temps. Maintenant, si vous voulez faire 3 temps, ben, c'est 3 temps. Ça a l'air d'aller plus vite, mais ça ne va pas du tout plus vite. Et c'est vrai, quand par rapport à des films où on accumule les images, il y a un moment où si l'autre, il dit plus que bonjour madame, vous avez l'impression que ça fait 2 heures. Dans ce film-là, ils sont là, ils sont tendus, cette tension-là, en tout cas, j'espère, je le dirais pour ceux qui le présentent, je dirais aux élèves, ah, vous allez voir, il y a une tension terrible, ça n'arrête jamais, c'est un western, c'est... Bon. Et justement, peut-être, est-ce que parmi vous, puisqu'on parle des élèves, mais vous êtes là, comment vous avez perçu, vous, la question du rythme dans le film? Aussi bien dans l'image, le montage, que le son, peut-être, ou comme ça? Qui se dévoue un petit peu. Parce que peut-être qu'on fait des tas d'hypothèses qui sont complètement à côté de la multiplicité de réceptions possibles, ouais. Moi, personnellement, j'ai trouvé quelques longueurs, mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'action, on a tellement d'ellipses et les actions sont peut-être longues dans le temps, mais on n'en voit qu'un petit bout. Et ça fait qu'en fait, il se passe plein de choses, mine de rien, alors que c'est vrai qu'il y a des attentes quand même assez longues où on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'on attend quelque chose alors qu'il s'en passe des choses. C'est un peu bizarre, mais... Également, je trouve que les longueurs n'étaient pas non plus dérangeantes, étant donné que prendre le temps de montrer un plan où le personnage fait telle ou telle action était aussi importante que le moment où tu le voyais plus en mouvement. Moi, j'ai pas trouvé de longueur vraiment, parce que, mine de rien, je sais pas en combien de jours ça se passe, mais tout ce qu'il fait, c'est quand même assez rapide et rapproché pour l'action que c'est. Donc je trouve pas ça tellement long. Ça m'a pas choqué, quoi, ni dérangé. Et aussi, c'est plutôt agréable d'avoir un film où on prend le temps de s'arrêter sur le personnage. Et c'est, comment dire, par le paysage. Enfin, je trouve qu'il y a des beaux arrêts, des beaux plans sur le pays où on suit les personnages. Ce qui est plutôt agréable. Ouais, donc c'est intéressant, vous parlez du rythme et du temps au niveau de l'action. Ensuite, est-ce que le rythme, c'est l'immobilité ou le mouvement? Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait ça dans votre réaction. Et après, moi, je me dis aussi, est-ce que l'impression du rythme, ça dépend de l'espace qu'on a dans la bande-son aussi? Est-ce qu'on a de l'espace ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue? Est-ce qu'il y a beaucoup de musique? Est-ce qu'il y a beaucoup de son? Ou est-ce qu'on a une impression de temps, même si au niveau de l'action, ça cavale? Voilà, ça pourrait être le mouvement, l'image, le montage, le son. Oui, et surtout les plans. Ça veut dire aussi qu'il y a des cinéastes qui ont, on va dire, un plan neutralisé. Le plan, il est neutralisé. Autrement dit, il est censé me fournir une information qui est univoque. Donc, je sais qu'ils sont sur Mars. Bon, voilà, on va me montrer, on va me dire ils sont sur Mars. Dans ces films-là, comme disait Arnaud tout à l'heure, c'est qu'à chaque moment, on va avoir à l'intérieur du plan une histoire du plan lui-même. C'est-à-dire que le plan, dans la perception que l'œil en a,
avant que l'œil ait fait le tour du plan, on est passé au plan suivant, justement. C'est-à-dire que donc, le rythme s'adapte à la perception qu'on peut en avoir. Avant qu'on ait fait le tour du plan, on est déjà dans l'autre plan. Donc ça veut dire que si on est dans le rythme absolu, on va se dire les plans sont lents. Mais en fait, les plans sont trop rapides, dans un certain sens. Dans le sens où on va avoir quelqu'un qui est là, on le filme, il est en train de préparer du pain, par exemple. Je dis que ça. Mais quand on prépare le pain, si jamais je prends le temps de ne pas montrer la pâte qu'on est en train de manipuler, mais de me focaliser un peu plus haut sur la personne qui est en train de couper le pain, en fait, ce n'est pas le fait qu'il coupe le pain qui importe, c'est la réaction que lui a quand il coupe le pain. Le temps que je me rende compte de ce qu'il est en train d'éprouver, c'est comme si on me mettait du sel dans la bouche, mais il y a une salive qui se met en route. Le temps que je me rende compte de ça, mais on est déjà ailleurs. Et donc, du coup, je pense que quand on parle des rythmes des films, souvent, on fait comme s'il y avait un temps linéaire et qui serait un temps universel, mais au cinéma, autant de temps, autant de films. Et le film absorbe ou recrache du temps. Par exemple, quand à un moment donné, tout d'un coup, on se retrouve avec le personnage qui est tout seul au bord du fleuve qui se balade. Bon, il est là, il sort. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Ben, il a fait des choses qui sont assez chargées pour que l'intermède au bord du fleuve, on se dise, mais ça va trop vite, parce que nous, on aurait bien aimé en profiter pour respirer un coup. Donc, du coup, au niveau de notre perception, on nous a mis dans une telle posture cognitive, de réception, qui fait que, après moi, c'est facile, parce que je me dis, peut-être que tout le monde ne va pas regarder le plan et se dire comment ça se passe tout ça, mais je trouve que globalement, il arrive dans son film à donner du relief et du relief au temps. Le temps lui-même est mis en relief et chaque plan sécrète son temps à lui et ce temps-là, il se construit à l'intérieur du plan. Ce n'est plus un temps de séquence, c'est un temps de plan. Voilà. Et donc, ça veut dire que chaque plan va décloisonner au niveau du temps et ça fait une sorte de respiration d'aller-retour. Si on accepte le jeu, ça marche très bien. Si vous regardez, il était une fois dans l'Ouest, ben, je ne vous raconte pas la longueur. Ils sont là, ils sont assis, il y a une mouche qui vole, il y a l'autre truc qui tourne. Mais je trouve que c'était super parce qu'on a toujours un son parasite derrière que le cerveau met du temps à analyser. Et oui, j'entends une sorte de machine qui tourne, ça pourrait être la machine l'éolienne là, qui amène de l'eau, mais c'est n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi est hors champ. C'est le hors-champ qui donne le temps, qui donne le ton du plan. Donc le hors-champ va me mettre sur de fausses pistes d'analyse pendant que mon cerveau est en train d'analyser. À ce moment-là, le temps qui est devant, il passe. Donc le temps que j'ai compris que c'était la machine à faire du pain qui tourne, on est déjà ailleurs. Et je trouve que dans le cinéma, dans celui de Saleh Haroun ou dans celui de Djibril Diop Mambéty, justement, je trouve qu'on a ce quelque chose de superbe. C'est comme quand on écoute un morceau de musique. Quand on écoute un morceau de musique, c'est vrai, si je vous dis « chantez-moi tel morceau de musique », je vais chanter la mélodie principale. Je vais faire... Bon, voilà. Mais en fait, ce n'est pas ça l'histoire. C'est que pendant que lui, il fait ça, vous en avez 12 autres qui font d'autres choses dedans, qui font que le temps, si je le ramène à la mélodie principale, ce temps-là, il est comme ça, virevoltant. Mais si je le ramène à l'ensemble de l'orchestration, la lecture, elle n'est plus horizontale, mais elle est verticale, ligne par ligne. Et je trouve que dans ce film-là, pour moi, c'est réussi.